Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Emily Harper n'aurait jamais pensé qu'un mensonge de 3 secondes pourrait détruire sa vie, ou la sauver. Désolé, je ne peux pas sortir avec vous parce que, zut. Le regard prédateur de Ryan Mitchell l'a cloué contre la paroi de l'ascenseur de l'entreprise. Emily observait désespérément les chiffres grimper, 15, 6, 17. Parce que je suis marié. Les portes s'ouvrirent au 18 étage, le niveau des cadres. Et il était là, Nathan Sterling, PDG du plus grand empire technologique de la côte Est. Des yeux sombres comme minuit, semblant percer l'âme des gens, un costume valant plus que le salaire annuel d'Emily. Et là, il la regardait directement, un sourcil levé, empreint de pure curiosité. Emily. Sa voix était comme un bourbon vieilli, douce, mais brûlante à l'avaler. Je ne savais pas que vous vous étiez marié. Son cœur s'effondra. Nathan Sterling connaissait son nom. Comment diable connaît-il mon nom? Ryan se racla la gorge, visiblement mal à l'aise en présence du PDG. Oh, monsieur Sterling. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Nous nous connaissons très bien. Nathan entra dans l'ascenseur, ses grandes mains élégantes ajustant ses boutons de manchette. En fait, Emily et moi sommes. Il fit une pause qui sembla durer une éternité, ses yeux rencontrant les siens. Il y avait quelque chose là, dedans, de l'amusement, un défi, de l'intimité. Intimité. Emily s'étouffa presque. En réalité, poursuivit Nathan, ignorant l'expression de panique totale d'Emily, aujourd'hui est notre anniversaire de mariage. N'est-ce pas, chérie? L'ascenseur plongea dans un silence absolu. Ryan les regarda tour à tour comme s'ils suivaient un match de tennis. Emily sentit qu'elle pourrait s'évanouir, vomir, ou les deux. Nathan fit un pas vers elle, si près qu'elle pouvait sentir son parfum, quelque chose de coûteux et masculin qui lui faisait fléchir les genoux. Tu as oublié, ma douce. C'est décevant. Il inclina la tête, ses lèvres frôlant presque son oreille. Tu vas devoir te rattraper. L'ascenseur sonna au 20 étage, l'étage de Nathan. Tu viens, Madame Sterling? Il lui tendit la main, ses yeux sombres comme minuit la tenant captive. Le cerveau d'Emily court-circuita. Elle pouvait rester dans cet ascenseur avec Ryan, qui semblait maintenant avoir vu un fantôme, ou suivre l'homme le plus puissant de New York dans ce qui était probablement son suicide professionnel. Elle prit la main de Nathan. Au moment où leurs peaux se touchèrent, une décharge électrique remonta son bras. Ses doigts étaient chauds, forts, et étonnamment doux alors qu'ils se refermaient sur les siens. Passe une bonne journée, Mitchell, dit Nathan sans se retourner, alors que les portes de l'ascenseur se fermaient sur le visage abasourdi de Ryan. Ils étaient seuls maintenant, marchant dans un couloir bordé de fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. Les talons d'Emily claquaient sur le sol de marbre comme un compte à rebours vers sa perte. Alors, dit Nathan avec désinvolture, comme s'il discutait du temps, depuis combien de temps sommes-nous mariés? C'est insensé, murmura Emily. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous êtes Emily Harper, 26 ans, diplômée summa cum laude de NYU en informatique. Vous travaillez dans notre département de cybersécurité depuis 8 mois. Vous buvez votre café noir, vous restez tard tous les soirs, et vous avez personnellement empêché 3 violations majeures de sécurité qui auraient pu nous coûter des millions. Emily s'arrêta de marcher. Comment savez-vous? Je fais en sorte de connaître mes meilleurs employés. Il s'arrêta aussi, se tournant pour lui faire face. La question est, Emily, que vaut-il pour vous de maintenir ce mensonge? Sa bouche s'assécha. Que voulez-vous dire? Nathan sourit, un sourire lent et dangereux qui fit frémir son estomac. Ryan Mitchell harcèle la moitié des femmes de cet immeuble depuis 2 ans. Les RH ne le toucheront pas parce que son oncle siège au conseil d'administration. Mais une femme mariée, surtout mariée à moi, il haussa élégamment les épaules, intouchable. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Ma grand-mère menace de me présenter à toutes les célibataires éligibles de la ville. Si je suis marié, il laissa la phrase en suspens. Mais l'implication était claire. Emily le fixa. C'est faux. C'est un suicide professionnel. C'est un mois. Dit Nathan. Le gala de l'entreprise est dans 4 semaines. Nous faisons une apparition publique en tant que couple marié, établissons l'histoire, et ensuite nous divorçons très discrètement, de manière mutuelle. Vous êtes protégé de Mitchell, j'obtiens la paix avec ma famille, et tout le monde gagne. C'est insensé. Probablement. Ses yeux s'adoucirent légèrement. Mais vous avez pris ma main quand même. Elle l'avait fait, sans réfléchir, sans hésiter, elle lui avait fait confiance. Et maintenant, en regardant ses yeux sombres comme minuit, elle réalisa qu'elle était sur le point de faire quelque chose d'encore plus fou. Que devrions-nous faire exactement? Le sourire de Nathan s'élargit. Eh bien, pour commencer, il s'approcha plus près, la faisant reculer contre la fenêtre. La ville s'étendait sous eux.
des millions de personnes vivant leur vie normale, non insensée, nous devrons être convaincants. Convaincants comment? Au lieu de répondre, il tendit la main et glissa une mèche de ses cheveux blonds derrière son oreille. Ce simple geste lui donna des frissons dans le dos. Le gala est en tenue de soirée. Vous aurez besoin d'une robe. Je ne peux pas me permettre. Vous êtes marié à un milliardaire maintenant, Emily. Commencez à agir comme tel. Le couloir sembla soudain très petit, très chaud. C'est complètement fou. Les meilleures choses le sont généralement. Son pouce effleura sa joue, et elle oublia comment respirer. Alors, Madame Sterling, qu'en dites-vous? Emily plongea dans ses yeux et vit son reflet, les yeux écarquillés, terrifiés, mais étrangement excités. Pour une fois, dans sa vie soigneusement planifiée, elle était sur le point de faire quelque chose de complètement téméraire. Un mois, murmura-t-elle. Un mois, acquiesça-t-il. Aucun d'eux ne bougea. L'espace entrecrépitait de tension, de possibilités, du poids d'un mensonge qui allait tout changer. Nathan, dit-elle doucement. Oui? Que se passe-t-il ici? Les gens ne nous croient pas. Son sourire devint prédateur. Eh bien, nous devrons être encore plus convaincants, n'est-ce pas? Et alors qu'Emily se tenait là, coincée entre Nathan Sterling et la fenêtre donnant sur tout Manhattan, elle réalisa qu'elle venait d'accepter de jouer au jeu le plus dangereux de sa vie. Manhattan, New York. Le lendemain matin, Emily Harper se tenait devant la boutique la plus exclusive de la 5e avenue, serrant une carte de crédit qui n'était pas la sienne et remettant en question chaque décision de vie qu'il avait menée à ce moment. Madame Sterling. La gérante de la boutique, une femme à l'allure tranchante nommée Claire, glissa presque vers elle. Monsieur Sterling a appelé à l'avance. Nous avons tout préparé pour vous. Madame Sterling. Ce nom lui faisait encore faire des flips bizarres dans l'estomac. 24 heures plus tôt, elle était Emily Harper, analyste en cybersécurité invisible qui mangeait des ramen pour le dîner et portait les mêmes 3 blazers en rotation au travail. Maintenant, apparemment, elle était Madame Nathan Sterling, épouse du célibataire le plus convoité de Manhattan, sur le point de dépenser plus d'argent pour une robe qu'elle n'en avait jamais dépensé pour quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr de tout ça, marmonna Emily alors que Claire la conduisait vers une cabine d'essayage privée bordée de miroirs et drapée de soie. Balivanes. Quand Monsieur Sterling vous a décrite, j'ai tout de suite su ce qui serait parfait. Les yeux de Claire pétillaient d'un enthousiasme qui signifiait généralement qu'on allait dépenser une fortune. Il a dit, je cite, « Elle est belle mais ne le sait pas. » Trouver quelque chose qui la fera se sentir aussi éblouissante qu'elle l'est déjà. Les joues d'Emily rougirent. Il a dit ça? Très romantique. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Oh, nous? C'est compliqué. Essayez d'expliquer ça, Emily. Avant que Claire ne puisse poser d'autres questions, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. J'espère que tu te tiens bien, Madame S. Réunion du conseil prolongée. Dîner ce soir à 10 à 9 heures pour discuter de notre arrangement. Je passe te chercher. Son cœur fit encore ce truc agaçant de palpitation. Comment avait-il même obtenu son numéro? Un autre message apparut immédiatement. Nathan. Eh oui, j'ai mes moyens de trouver des informations. C'est ce que je fais. Porte la robe bleue. Emily regarda autour de la cabine d'essayage. Il y avait au moins 20 robes accrochées là, dedans, de toutes les couleurs imaginables. Quelle robe bleue? Répondit-elle par texto. Nathan, tous auras. Cryptique, hein? Marmonna-t-elle. Vous avez dit quelque chose, ma chère? Claire apparut avec une brassée de robes de soirée. Rien. Juste mon mari qui fait le mystérieux. Oh, ils adorent ça, n'est-ce pas? Mon Henri pense qu'il est romantique quand il me laisse des notes vagues sur les plans de dîner. Claire tendit une robe bleu marine éblouissante qui semblait faite de soie liquide. Celle-ci en premier. Dès qu'Emily la vit, elle sut. La robe bleue. Elle était élégante, mais pas prétentieuse. Sophistiquée, mais sans trop en faire. Exactement le genre de choses qui lui permettrait de s'intégrer dans le monde de Nathan sans se perdre complètement. 2 heures plus tard. Emily sortit de la boutique en ressemblant à quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. La robe lui allait parfaitement, et Claire avait insisté pour des chaussures, une pochette, et ce qu'elle appelait des sous-vêtements appropriés pour une femme dans votre position. Votre position? Comme si être faussement marié à Nathan Sterling était un véritable titre professionnel. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans la tour de verre qui abritait Sterling Industries, Nathan vivait sa propre crise de confiance. Tu as fait quoi? Son meilleur ami et directeur financier, Lucas Bennett, le fixait comme s'il venait d'annoncer son intention de déménager sur Mars. Nathan, dis-moi que tu plaisantes. C'est un arrangement temporaire, dit Nathan, ajustant sa cravate pour la 3e fois en 10 minutes. Pourquoi était-il nerveux? Ce n'était qu'une affaire. Un accord mutuellement bénéfique entre 2 adultes. 1 mois. Tout le monde obtient ce qu'il veut. Tout le monde sauf toi, apparemment, parce que tu as perdu la tête. Lucas s'affala dans son fauteuil. As-tu la moindre idée de la complexité que ça va engendrer?
Que se passe-t-il quand ta grand-mère voudra la rencontrer? Que se passe-t-il quand la presse en entendra parler? Que se passe-t-il? Lucas. La voix de Nathan portait ce ton autoritaire qui mettait fin aux disputes dans les salles de conseil à travers la ville. C'est sous contrôle. Les derniers mots célèbres. Lucas secoua la tête. Je te connais depuis Harvard. Mec. Tu ne fais rien sans 17 plans de secours et un rapport d'évaluation des risques? Ça ne te ressemble pas du tout. Nathan se tourna pour regarder par la fenêtre de son bureau vers la rue animée en contrebas, où des gens normaux menaient des vies normales et sans complications. Peut-être que c'est le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand est-ce que j'ai fait quelque chose de spontané pour la dernière fois? Quelque chose qui n'était pas calculé, analysé et approuvé par un comité? Le reflet de Nathan le fixait depuis la fenêtre. Hier, j'ai vu Ryan Mitchell coincer Emily dans cet ascenseur. Et pour la première fois depuis des années, j'ai agi par instinct. Et maintenant je dîne avec la femme la plus intéressante que j'ai rencontrée depuis des années, et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Lucas resta silencieux un instant. Elle est différente, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes depuis hier, et tu viens de passer 20 minutes à décrire à une gérante de boutique la nuance exacte de bleu que tu voulais pour sa robe. Nathan se tourna pour faire face à son ami. Ce n'est pas comme ça. Ouh. Lucas sourit. Comment est-elle? Je veux dire, au-delà de son génie en cybersécurité, elle est... Nathan s'arrêta, essayant de trouver des mots pour quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. Elle avait l'air terrifiée hier, mais elle a pris ma main quand même. Et quand j'ai fait cette blague sur l'intimité, elle est devenue rouge comme une tomate, mais n'a pas reculé. Elle est courageuse sans le savoir. Et belle. Belle ne commence même pas à le décrire. Les mots sortirent avant que Nathan ne puisse les arrêter. Elle a ses yeux qui... Lucas, elle m'a regardé comme si j'étais juste une personne, pas le PDG, pas le milliardaire, pas l'héritier Sterling, juste moi. Oh là là. Lucas se pencha en arrière dans son fauteuil. Tu es déjà dans le pétrin, n'est-ce pas? Le téléphone de Nathan vibra avec un message d'Emily. Claire et terrifiante, mais efficace. Mission accompli. Juste un avertissement, tu me dois une explication sur comment tu as su mon numéro de téléphone, ma taille de robe, et mes préférences en café. Il se surprit à sourire en répondant. Nathan. Je t'ai dit que je fais en sorte de connaître mes meilleurs employés, Emily. Je ne suis plus ton employé. Il suis ta femme. Tu te souviens? Le mot femme sur l'écran de son téléphone fit quelque chose d'étrange à sa poitrine. Nathan. Comment pourrais-je oublier? À ce soir, 10 à 9 heures, Madame Sterling. Ouais, dit Lucas, observant l'expression de Nathan. Tu es définitivement dans le pétrin. À exactement 10 à 9 heures, Emily se tenait dans son petit studio, portant une robe qui coûtait plus cher que son loyer mensuel, attendant son faux mari pour leur premier rendez-vous officiel fictif. On frappa à sa porte, pile à l'heure. Elle ouvrit pour trouver Nathan Sterling, semblant tout droit sorti de la couverture d'un magazine GQ. Costume sombre, cheveux parfaitement coiffés, et ses yeux de minuit qui semblaient voir à travers sa façade soigneusement construite. Tu as porté la robe bleue, dit-il doucement. Tu avais raison. Yes, always. Elle attrapa sa nouvelle pochette, essayant d'ignorer comment ses mains tremblaient légèrement. Alors, où allons-nous pour ce dîner d'affaires? Le Bernardin. Émilie faillit laisser tomber sa pochette. Le Bernardin? Nathan, je ne peux pas me permettre. Tu ne payes pas. Moi aussi. Et techniquement, aucun de nous ne paye parce que le restaurant m'offre les repas. Il lui offrit son bras. Les avantages du style de vie milliardaire, non? Le style de vie auquel je suis censé être habitué maintenant. Elle prit son bras, essayant de ne pas remarquer à quel point il semblait solide et chaud sous le tissu coûteux. Ça va être plus difficile que je ne le pensais. Quoi donc? Faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Nathan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face complètement. Emily, écoute-moi. Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu laisses juste les gens voir qui tu es déjà. Une analyste en cybersécurité qui fait ses courses chez Target et considère la nourriture chinoise à emporter comme un dîner chic. Une femme brillante qui a sauvé mon entreprise de millions de dollars, qui a plus d'intégrité dans son petit doigt que la plupart des gens dans leur corps entier, et qui est absolument éblouissante en bleu. Son pouce effleura ses phalanges là où sa main reposait sur son bras. Ne change pas qui tu es, Emily. Le monde a besoin de plus de personnes authentiques, pas moins. Elle le fixa, quelque chose de dangereux et de chaleureux se déployant dans sa poitrine. Comment fais-tu ça? Faire quoi? Me faire oublier que tout ça est faux. Pendant un instant, quelque chose changea dans son expression, quelque chose de réel et sans garde qui lui coupa le souffle. Peut-être, dit-il doucement. C'est parce que ça ne semble pas être du faux. L'air entrecrépita de tension, de possibilités, de toutes les choses qu'il ne disait pas. Émilie se retrouva à se pencher légèrement plus près, ses yeux tombant sur ses lèvres. Et puis son téléphone sonna. M.
La voix de sa meilleure amie Laurent hurla à travers le haut-parleur alors qu'Émilie tâtonnait pour répondre. As-tu vu page 6? Il y a une photo de toi avec un mec magnifique, et la légende dit que tu es mariée. Qu'est-ce que... Lorraine, je peux expliquer. Tu es mariée et tu ne m'as rien dit, à moi, ta meilleure amie depuis la fac? J'ai dû l'apprendre d'un site de potin. Émilie regarda Nathan, qui essayait très fort de ne pas rire. C'est compliqué. Compliqué? Ma chérie, tu t'es mariée? Il n'y a rien de compliqué là, dedans. Qui est-il? Où vous êtes-vous rencontrés? Quand est la réception? J'ai des questions. Laurent, je te rappellerai plus tard, d'accord? Je suis un peu au milieu d'eux. Tu es avec lui en ce moment, n'est-ce pas? Passe-le-moi. Absolument pas. Émilie Harper, ne t'avise pas de raccrocher. Je veux rencontrer l'homme qui a enfin réussi à... Émilie mit fin à l'appel et leva les yeux vers Nathan, qui souriait maintenant ouvertement. Une amie à toi? Demanda-t-elle innocemment. Ma meilleure amie, qui lit apparemment des blogs de potin et n'a aucun filtre. Émilie secoua la tête. Ça va être intéressant. Madame Sterling, dit Nathan, lui offrant à nouveau son bras. Tu n'as aucune idée. Alors qu'il marchait vers sa voiture, une Tesla noire élégante qui coûtait probablement plus cher que ses études universitaires, Émilie ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pouvait pas retraverser. C'était censé être une affaire, un simple arrangement entre deux personnes qui se connaissaient à peine. Alors pourquoi cela semblait-il déjà tellement plus? Le Bernardin, Manhattan, vendredi soir. Dès qu'ils entrèrent dans le Bernardin, Émilie réalisa qu'elle était complètement hors de son élément. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables drapées de lin blanc immaculé. Le murmure doux des conversations se mêlait au léger tintement des couverts contre la porcelaine fine. Chaque personne dans le restaurant semblait appartenir à la couverture de Forbes ou Vogue, et toutes se tournèrent pour les fixer alors que Nathan la guidait à travers la salle à manger. C'est toujours comme ça? Murmura Émilie, consciente du poids de leurs regards. Les regards? La main de Nathan se posa sur le bas de son dos, chaude et rassurante. Tu y habitueras. Je ne pense pas vouloir m'y habituer, monsieur Sterling. Le maître d'hôtel apparut instantanément, tout sourire et charme obséquieux. Votre table habituelle est prête, et permettez-moi de vous féliciter pour votre récent mariage. Tout le personnel est ravi de rencontrer enfin votre épouse. L'estomac d'Émilie se noua. Votre table habituelle? Je mange ici 2 fois par semaine, murmura Nathan à son oreille alors qu'il suivait le maître d'hôtel vers une table de choix donnant sur l'Hudson. C'est là que j'emmène tous mes associés d'affaires importants. Donc, c'est une affaire? Demanda-t-elle, essayant d'ignorer comment son souffle contre son oreille la faisait frissonner. Tout est une affaire, Émilie. La question est de quel type d'affaires nous parlons. Ils furent installés à une table d'angle avec assez d'intimité pour parler, mais suffisamment visible pour être vus. Émilie commençait à comprendre que tout dans le monde de Nathan était calculé, stratégique, même leur faux mariage. Du vin? Le sommelier apparut à leur table avant même qu'ils ne se soient installés dans leur chaise. Le habituel, monsieur Sterling? En fait, Nathan jeta un coup d'œil à Émilie. Que préférez-vous? Rouge, blanc, Je ne connais pas grand-chose au vin. Émilie sentit la chaleur monter à son cou. En général, je bois ce qui est en promotion au magasin du coin. L'expression du sommelier ne changea pas, mais Émilie remarqua un léger tressaillement au coin de sa bouche. Elle ne s'intégrait définitivement pas. Apportez-nous le Sancerre 2018, dit Nathan avec aisance. Quelque chose de léger et de frais. Parfait pour quelqu'un qui découvre ce qu'elle aime. La manière dont il le dit, sans condescendance, sans la faire se sentir petite, fit naître une chaleur dans la poitrine d'Émilie. Alors, dit-elle une fois qu'ils furent seuls. Dîner d'affaires? De quoi parlons-nous exactement? Des règles. Nathan se pencha en arrière dans son fauteuil, semblant complètement à l'aise dans un environnement qui faisait qu'Émilie se sentait comme une impostrice. Si nous voulons que ça marche, nous avons besoin de limites. D'accord. Émilie hocha la tête, reconnaissante de parler de quelque chose de concret. Ça a du sens. Première règle, en public, nous sommes complètement convaincants, affectueux, mais pas trop. Nous nous connaissons bien. Nous sommes à l'aise ensemble. Nous sommes clairement amoureux. Amoureux? La voix d'Émilie sortit plus aiguë qu'elle ne l'avait prévu. C'est ce que les gens attendent des jeunes mariés. Les yeux de Nathan rencontrèrent les siens à travers la table. Peux-tu gérer ça? Émilie pensa au moment devant son appartement où elle avait failli l'embrasser. J'ai pensé qu'il y a. Deuxième règle, en privé, nous maintenons des limites professionnelles. C'est un arrangement d'affaires. Nous ne brouillons pas ces lignes. Quelque chose dans la manière dont il le dit, ferme, définitif, la fit se sentir étrangement déçue. Bien sûr, professionnel. Troisième règle, nous ne disons la vérité à personne. Ni aux amis, ni à la famille, ni à quiconque. L'histoire est que nous nous sommes rencontrés, sommes tombés amoureux rapidement, et nous nous sommes enfuis pour nous marier parce que nous ne pouvions pas attendre.
Les gens vont vouloir des détails. Alors nous ferions mieux de mettre notre histoire au point. Nathan sortit son téléphone et ouvrit ce qui semblait être une application de notes. Quand nous sommes-nous rencontrés? Je travaille dans votre entreprise depuis 8 mois. Trop compliqué. Trop de gens sauraient que ce n'est pas à ce moment-là que nous avons commencé à sortir ensemble. Nathan réfléchit un instant. Café. Il y a 3 mois. Vous étiez devant moi dans la file au café de la 47 rue, près du bureau. Parfait. Vous avez commandé un café noir, sans sucre. J'ai trouvé ça inhabituel. La plupart des gens ajoutent de la crème et des édulcorants à leur café. J'ai fait un commentaire. Vous avez ri. Nous avons commencé à parler. Émilie se retrouva à se pencher en avant, captivée par l'histoire. Qu'avez-vous dit, le commentaire? Je veux dire. J'ai dit que vous deviez être courageuse de boire votre café comme ça. La plupart des gens ont peur des choses amères. Et qu'ai-je répondu? Vous avez dit que les meilleures choses dans la vie sont un peu amères, le vin, le chocolat, le bon café. Les gens qui valent la peine d'être connus ont généralement un peu de caractère. Émilie le fixa. Vous venez d'inventacha. Vraiment? Son sourire était énigmatique. Comment savons-nous que nous n'avons pas eu exactement cette conversation? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, le sommelier revint avec leur vin. Nathan passa par le rituel de la dégustation et de l'approbation, puis observa Émilie prendre sa première gorgée. Qu'en pensez-vous? C'est. Émilie fit une pause, réfléchissant. C'est comme boire du soleil, mais avec une pointe d'audace. Bonne description. Nathan Lea Somber. Un autre roman s'éclaire. Émilie fit teinter son verre contre le sien, essayant d'ignorer comment ce simple toast faisait frémir son estomac. Alors, que s'est-il passé après le café? Nous avons commencé à nous rencontrer là, bas tous les matins. Juste des conversations décontractées au début, mais c'est devenu la meilleure partie de ma journée. Après 2 semaines, je vous ai invité à dîner. Où? Nulle part de chic. Un petit restaurant italien dans le village. Vous portiez une robe verte et jouiez nerveusement avec votre collier. La main d'Émilie alla automatiquement au simple collier en argent qu'elle portait tous les jours. Comment avez-vous? Coup de chance. Mais quelque chose dans ses yeux suggérait que ce n'était pas de la chance du tout. Le fait est que nous nous sommes connectés. Vraiment connectés. Pas à cause de l'argent, du statut ou des affaires, mais parce que nous nous comprenions. Et puis je suis tombé amoureux de vous. Il le dit si simplement, si factuellement, qu'un instant Émilie oublia qu'ils inventaient tout ça. Fou amoureux, complètement, ridiculement amoureux. Le genre d'amour qui pousse les gens intelligents à faire des choses stupides. Comme s'enfuir pour se marier. Comme s'enfuir pour se marier. Nathan hocha la tête. Vegas, il y a 2 semaines. Décision spontanée après que j'ai attrapé la grippe et que vous êtes venu prendre soin de moi. J'étais là, allongé, pensant à comment vous m'aviez apporté de la soupe et vous disputiez avec moi à propos de prendre des médicaments, et j'ai réalisé que je voulais me réveiller à vos côtés tous les jours pour le reste de ma vie. La gorge d'Émilie se serra. C'est en fait vraiment romantique. J'ai mes moments. Nathan. Une voix de femme les interrompit, aiguë et surprise. Nathan Sterling, est-ce vraiment vous? Émilie leva les yeux pour voir une superbe femme blonde approcher de leur table. Elle était tout ce qu'Émilie n'était pas. Grande, polie, dégoulinant de bijoux qui coûtaient probablement plus cher que la voiture d'Émilie. Son sourire était parfaitement blanc et totalement prédateur. Sophia. La voix de Nathan était polie mais froide. Quelle surprise. Je dirais. Quand j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous vous étiez mariés, je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Les yeux de Sophia se posèrent sur Émilie, avec une évaluation qui donna envie à Émilie de se cacher sous la table. Vous devez être la mystérieuse mariée. Émilie, dit Nathan avec aisance. Voici Sophia Langley. Sophia, ma femme, Emily Sterling. Femme. Le mot frappa Émilie comme un impact physique. Comme c'est inattendu. Le sourire de Sophia n'atteignait pas ses yeux. Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés auparavant. Que faites-vous, Émilie? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la main de Nathan couvrit la sienne sur la table. Émilie travaille en cybersécurité. Elle est brillante. Probablement la personne la plus intelligente que je connaisse. Comme c'est merveilleux, dit Sophia d'un ton suggérant que ce n'était rien de tel. Et où vous êtes-vous rencontrés? Je meurs d'envie d'entendre l'histoire. Émilie sentit la panique monter dans sa gorge. C'était le moment. Leur premier vrai test. Et elle était sur le point de tout gâcher. Dans un café, parvint-elle à dire, il y a 3 mois. Vraiment? Lequel? Celui de la 47 rue, dit Nathan, son pouce traçant des cercles rassurants sur la main d'Émilie. Émilie était devant moi dans la file, commandant un café noir, sans sucre, sans crème. J'ai pensé que ça montrait du caractère. Du caractère? Sophia rit, un son comme du verre brisé. Comme c'est pittoresque. Je lui ai dit, poursuivit Émilie, trouvant sa voix, que les meilleures choses dans la vie sont un peu amères. Le bon café, le chocolat noir. Elle les regarda directement Sophia.
Les gens qui valent la peine d'être connus. Les doigts de Nathan se resserrèrent autour des siens, et quand elle lui jeta un coup d'œil, il y avait quelque chose comme de la fierté dans son expression. « Eh bien, » dit Sophia, son sourire devenant encore plus tendu. « Comme c'est romantique. Je suppose que quand on sait, on sait. Bien que je dois dire, Nathan, c'est tout à fait inattendu de votre part d'être si impulsif. Émilie fait ressortir mon côté spontané, dit Nathan, levant leurs mains jointes pour presser un doux baiser sur les phalanges d'Émilie. L'amour fait cet effet à un homme. Le geste était si doux, si intime, qu'Émilie oublia un instant qu'il jouait la comédie, son souffle se bloqua, et elle vit les yeux de Nathan s'assombrir en la regardant. « Oui, eh bien, » dit Sophia vivement, réalisant clairement qu'elle perdait à n'importe quel jeu qu'elle essayait de jouer. « Je devrais vous laisser retourner à votre dîner. Félicitations pour votre mariage surprise. »« Merci, » dit Émilie, se surprenant elle-même par la stabilité de sa voix. « C'était un plaisir de vous rencontrer. » Sophia s'éloigna dans un nuage de parfums coûteux et d'irritation à peine contenue. « Qui était-ce » demanda Émilie une fois qu'elle fut partie. « Une vieille amie de la famille. »« Eh bien, sa famille et la mienne sont amies depuis des générations. Sophia et moi sommes sortis ensemble brièvement il y a quelques années. Sortis ensemble, ou plutôt ma grand-mère essaie de nous caser depuis que nous sommes adolescents. Sophia a toujours cru que c'était inévitable que nous finissions ensemble. » Ah ! Émilie hocha la tête. « Et maintenant vous êtes mariée à quelqu'un dont elle n'a jamais entendu parler. Maintenant je suis mariée à quelqu'un de réel. » Nathan n'avait toujours pas lâché sa main. « Tout en es bien sorti. » Cette remarque sur les choses amères qui valent le coup, c'était parfait. « Ça semblait vrai. » Émilie réalisa qu'elles fixaient leurs mains jointes. Toute l'histoire semblait vraie. Peut-être que c'est ce qui la rend crédible. Leurs entrées arrivèrent, offrant une distraction bienvenue de l'intensité qui semblait croître à chaque fois qu'ils se regardaient, mais alors qu'Émilie prenait une bouchée du plat de fruits de mer le plus incroyable qu'elle ait jamais goûté, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé lors de leur rencontre avec Sophia. Ils avaient passé leur premier test. Ils avaient été convaincants en tant que couple amoureux. Le problème était qu'Émilie commençait à craindre qu'elle ne jouait plus la comédie. « Alors, » dit-elle, désespérée de briser la tension. « Quelles autres règles devons-nous établir ?»« Les arrangements de vie, » dit Nathan immédiatement. « Les gens s'attendront à ce que nous vivions ensemble. » La fourchette d'Émilie s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Vivre ensemble ? Mon penthouse a 4 chambres. Vous aurez votre propre espace. Une intimité totale, mais nous devons maintenir l'apparence que nous partageons une maison. Et mon appartement ? Gardez-le si vous voulez, mais officiellement, vous vivez avec moi. » Émilie essaya d'imaginer se réveiller tous les matins dans le penthouse de Nathan Sterling, partager le petit déjeuner avec lui, le voir en vêtements décontractés, être tout juste sorti de la douche. « C'est très généreux, » parvint-elle à dire. « C'est pratique. » Mais quelque chose dans sa voix suggérait que c'était plus que ça. « Il y a autre chose dont nous devons discuter. »« Quoi ?» ?»« L'affection physique. » La voix de Nathan était soigneusement neutre. « Les gens s'attendront à ce que nous nous toussions, nous tenions la main, des baisers décontractés, le genre de choses que font les couples mariés sans y penser. »« Oh !» Les joues d'Émilie chauffèrent. « D'accord. Bien sûr. Es-tu à l'aise avec ça ?» Émilie pensa à la sensation de picotement sur sa peau quand il avait embrassé sa main, à la façon dont son pouls avait bondi quand il avait glissé ses cheveux derrière son oreille. « J'y pense que oui. Nous devrions probablement pratiquer. »« Pratiquer les baisers ?» dit Nathan franchement. « Si nous voulons être convaincants, nous devons être à l'aise l'un avec l'autre. » Le verre de vin d'Émilie devint soudain très intéressant. Ça a du sens, logiquement. « Émilie. » Sa voix était douce, et quand elle leva les yeux, son expression était sérieuse. « Si ça te met mal à l'aise, nous pouvons trouver un autre moyen. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire quoi que ce soit. »« Je ne me sens pas obligé, » dit-elle rapidement. « C'est juste, je n'ai pas vraiment d'expérience avec les fausses relations. »« Moi non plus. »« Vraiment ? On dirait que tu serais doué pour ça. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je suis bon en tout le reste. » Les mots sortirent plus honnêtement qu'elle ne l'avait prévu. Diriger des entreprises, charmer les gens, faire en sorte que tout le monde autour de toi se sente important. C'est comme si tu avais un super pouvoir. Nathan resta silencieux un long moment. « Tu veux savoir quel est vraiment mon super pouvoir ? » ?»« Quoi ? » ?»« Je suis très doué pour faire voir aux gens ce que je veux qu'ils voient, le PDG confiant, le milliardaire charmant, l'homme qui a tout compris. » Il traça le bord de son verre de vin avec un doigt. « Mais toi, tu vois à travers tout ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans l'ascenseur hier, quand tu m'as regardé, tu n'as pas vu le PDG, l'argent ou la réputation, tu as vu quelqu'un qui était prêt à t'aider, et tu m'as fait confiance. Personne ne me fait confiance aussi rapidement, Émilie. La plupart des gens veulent quelque chose de moi. Qu'est-ce que je veux de toi ? Une protection contre Ryan. Une solution à un problème. Mais au-delà de ça, Nathan rencontra ses yeux, je n'en ai aucune idée. Et tu m'es terrifié.
L'honnêteté dans sa voix serra la poitrine d'Émilie. Pourquoi ça te terrifie? Parce que j'aime la façon dont tu me regardes. Et c'est censé être faux. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi, comme une confession, comme un avertissement, tout en un. Nathan, le dessert. Leur serveur apparut avec un timing parfait, brisant le sortilège qui s'était enroulé autour de leur table. Juste l'addition, s'il vous plaît, dit Nathan sans détourner les yeux d'Émilie. Alors qu'ils attendaient l'addition, Émilie essaya de traiter tout ce qui s'était passé, l'histoire qu'ils avaient créée, la façon dont ils avaient géré Sophia, l'aveu qui venait de passer entre eux. On aurait dit qu'ils avaient franchi plusieurs lignes en un seul dîner. Prête à rentrer à la maison? Demanda Nathan une fois qu'il eut signé l'addition. À la maison? Répéta Émilie. Chez moi. Chez nous, devrais-je dire. Autant commencer l'arrangement de vie ce soir. Le cœur d'Émilie commença à battre plus vite. Ce soir? À moins que tu ne préfères attendre. Mais Sophia Langlais est probablement déjà au téléphone avec la moitié de Manhattan, répandant la nouvelle que la mystérieuse épouse de Nathan Sterling existe et qu'ils l'ont rencontrée. Demain matin, il y aura probablement des photographes devant ton immeuble. La réalité de ce à quoi elle avait consenti frappa Émilie comme une vague froide. Ce n'était pas juste une question de prétendre être mariée lors de dîners chics. C'était vivre une vie complètement différente sous les yeux du public. Sans intimité et sans échappatoire. Et la voix de Nathan était douce. Tu as des doutes? Émilie le regarda de l'autre côté de la table, cet homme qui lui offrait protection, luxe, et un aperçu d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Un homme qui la regardait comme si elle comptait, comme si elle valait la peine d'être protégée, comme si elle était courageuse d'avoir pris sa main dans un ascenseur. Non, dit-elle fermement. Pas de doute. Mais je vais avoir besoin de mes propres règles de base, comme ne plus dire des choses qui semblent réelles alors qu'elles sont censées être fausses. C'est déroutant. Le sourire de Nathan était lent et dangereux. Je vais essayer de m'en souvenir. Et ne me regarde plus comme. Comme quoi? Comme si tu le pensais vraiment, Émilie? Nathan se leva et lui offrit son bras. Et si je le pensais vraiment? Alors qu'ils sortaient ensemble du Bernardin, Émilie réalisa que son faux mariage était sur le point de devenir la chose la plus réelle de sa vie, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire à ce sujet. Penthouse Sterling, Upper East Side. Samedi matin, Emily Harper se réveilla dans un lit qui coûtait plus cher que son salaire annuel, dans une chambre avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, sans aucune idée d'où elle était pendant le premier moment terrifiant de conscience. Puis tout lui revint en mémoire. L'ascenseur, le mensonge, la proposition de faux mariage, le Bernardin, le sourire calculateur de Sophia Langlais, et la question dévastatrice de Nathan alors qu'il quittait le restaurant. Et si je le pensais vraiment? Elle s'assit lentement, prenant en compte son environnement à la lumière pâle du matin. La chambre d'amis était plus grande que tout son studio, décorée dans des tons de gris et de blanc doux qui avaient probablement des noms sophistiqués comme Colombe et Crème. Il y avait un coin salon avec une chaise longue, un dressing actuellement vide, à l'exception de la robe bleue qu'elle avait portée la veille, et des portes-fenêtres menant à ce qui semblait être un balcon privé. C'était insensé. Tout ça. Son téléphone vibra sur la table de nuit, 17 appels manqués de Lorraine, 43 messages textes, et 6 messages vocaux. Émilie fit défiler les textos avec une appréhension croissante. Émilie Harper, réponds à ton téléphone. Lauren. Yaloi googlé. Mon Dieu, sacré fromage. Lorraine, il vaut combien? Lorraine. M, je te jure, si tu ne me rappelles pas, j'organise une intervention. Lorraine. J'ai trouvé son adresse. Yevians. Lauren. Athens. Quel appartement? Le Penthouse ou chez toi? Lorraine, OMG, tu vis dans le Penthouse, n'est-ce pas? Les messages continuaient dans cette veine pendant ce qui semblait être des heures. Émilie envisageait de se cacher dans le placard pour le reste de sa vie quand elle entendit des voix quelque part dans l'appartement. Des voix masculines. Plusieurs voix masculines. L'une d'elles était définitivement celle de Nathan. Émilie attrapa le peignoir blanc moelleux accroché dans la salle de bain. Même la salle de bain était plus grande que sa chambre à la maison et se dirigea vers la porte. Elle pouvait entendre la conversation plus clairement maintenant, venant de ce qui semblait être la cuisine, complètement perdu la tête. C'était une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Nathan, c'est un suicide professionnel. C'est un arrangement temporaire, Lucas. La voix de Nathan était calme, contrôlée. Tout est sous contrôle. Sous contrôle? Le Wall Street Journal publie un article lundi sur ton mariage secret. Le Times veut une interview. Ta grand-mère m'a appelé à 6 heures ce matin, exigeant de savoir pourquoi elle a appris ton mariage par Sophia Langlais et non par toi. Et ne me lance même pas sur ce que le conseil va dire. L'estomac d'Émilie se noie. Le conseil. Elle n'avait même pas pensé à l'impact que cela aurait sur les affaires de Nathan. Le conseil ira bien, dit Nathan. Si quoi que ce soit, être marié me fait paraître plus stable, plus engagé. Avec une femme dont aucun d'eux n'a jamais entendu parler. Nathan, ils vont faire des vérifications de passé.
Ils voudront la rencontrer, l'interviewer, s'assurer qu'elle n'est pas une espionne d'entreprise ou une chasseuse de fortune ou... Elle n'est rien de tout ça. Comment le sais-tu? Tu la connais à peine toi-même. Il y eut une pause. Et quand Nathan parla à nouveau, sa voix était plus basse. Yes, I success. Assez pour tout risquer? Ta réputation, ton entreprise, ton avenir? Émilie pressa son oreille plus près de la porte, se détestant d'écouter aux portes, mais incapable de s'arrêter. Lucas, j'ai passé toute ma vie adulte à faire des choix sûrs, des décisions calculées, à suivre le plan qui m'a été tracé avant même que je sois assez vieux pour avoir des opinions sur ma propre vie. La voix de Nathan portait une note de frustration qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Quand est-ce que j'ai fait quelque chose parce que je le voulais, pas parce que c'était attendu, rentable ou stratégiquement solide? C'est exactement mon point. Ça ne te ressemble pas. Être que c'est le problème. Émilie entendit des pas, le bruit d'une cafetière, le tintement des plats, des sons matinaux normaux qui semblaient irréels dans le contexte de sa situation complètement anormale. Écoute, dit Lucas, et sa voix était plus douce maintenant. Ya comprends. La pression de ta famille, les attentes, le défilé sans fin de femmes convenables que ta grand-mère continue de te présenter. Mais Nathan, un faux mariage? Il doit y avoir de meilleures solutions. Comme quoi? Épouser réellement l'une d'elles? Passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me voit comme une fusion d'entreprise plutôt qu'une personne? Qu'est-ce qui te fait penser que cette Émilie est différente? Une autre pause? Emily retint. Son soufflet. Parce qu'elle a eu 17 opportunités de me demander de l'argent hier soir, et ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Parce qu'elle avait l'air terrifiée au Bernardin mais a tenu tête à Sophia Langlais, parce que quand je lui ai dit les règles de notre arrangement, elle a établi ses propres règles. La voix de Nathan était chaleureuse maintenant, presque affectueuse. Elle n'est pas impressionnée par l'argent ou le statut, Lucas. Elle est juste réelle. Émilie sentit quelque chose de chaud et dangereux se déployer dans sa poitrine. Et que se passe-t-il quand le mois est fini? Demanda Lucas. Que se passe-t-il quand tu devras laisser cette femme réelle et authentique s'en aller? Le silence s'étira assez longtemps pour qu'Émilie se demande s'ils étaient passés dans une autre pièce, puis Nathan parla, si doucement qu'elle faillit le manquer. Je ne sais pas. Émilie recula de la porte, son cœur battant la chamade. Elle avait besoin de café. Elle avait besoin de réfléchir, et elle avait besoin d'arrêter d'écouter des conversations qui lui faisaient ressentir des choses qu'elle n'avait pas le droit de ressentir. Elle était faussement mariée à Nathan Sterling pour exactement 26 jours de plus. S'impliquer émotionnellement serait la chose la plus stupide qu'elle pourrait faire, ce qui, bien sûr, était exactement ce qui se passait. Un léger coup à sa porte interrompit sa spirale de panique. « Émilie, es-tu réveillée ?» La voix de Nathan, étouffée à travers la porte. « Une minute. » Émilie regarda le peignoir, puis son reflet dans le miroir. Ses cheveux étaient un désastre, elle n'avait pas de maquillage, et elle portait ce qui était essentiellement un peignoir très coûteux. Ce n'était définitivement pas l'apparence que devraient avoir les fausses épouses le matin, mais il était trop tard pour y faire quoi que ce soit. Elle ouvrit la porte pour trouver Nathan dans le couloir, tenant 2 tasses de café. Il portait un jean et un pull gris qui faisaient ressembler ses yeux à des nuages d'orage, et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Il était incroyablement beau et totalement abordable à la fois, ce qui n'était vraiment pas juste. « Bonjour, Madame Sterling, » dit-il avec un léger sourire. « Bien dormi ?» Comme dans un hôtel, dit Émilie honnêtement. « Tout est trop beau. J'avais peur de bouger au cas où je casserais quelque chose. Tu ne peux rien casser là, dedans qui ne puisse être remplacé. » Il lui offrit une des tasses de café. Noir, sans sucre. « Comment as-tu » Émilie commença, puis s'arrêta. « Tsesdvrai. Tu fais en sorte de savoir les choses. En fait, je m'en suis souvenu d'hier quand tu as dit au sommelier que tu buvais habituellement ce qui est en promotion au magasin du coin. » L'expression de Nathan était indéchiffrable. « C'est un meilleur café. » Émilie prit une gorgée et faillit gémir de plaisir. C'était parfait, riche et doux, et probablement plus cher au kilo que le paiement de sa voiture. C'est définitivement un meilleur café. Je dois te prévenir, dit Nathan. Lucas est dans la cuisine, et il a des opinions sur notre situation. J'ai entendu une partie, admit Émilie. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais les voix portent, et j'essayais de savoir si c'était sûr de sortir. Qu'as-tu entendu? Assez pour savoir que je cause des problèmes pour toi. Émilie enroula ses mains autour de la tasse de café chaude. Le conseil, l'attention des médias, ta grand-mère. Nathan, devrions-nous arrêter ça avant que ça n'empire? Non. Sa réponse fut immédiate et ferme. Émilie, regarde-moi. Elle rencontra ses yeux, essayant d'ignorer comment la lumière du matin les rendait encore plus intenses. Je savais qu'il y aurait des complications quand j'ai fait cette offre. J'ai choisi de le faire quand même. La question est de savoir si tu as des doutes. Je ne sais pas, dit Émilie honnêtement. Tout ça est tellement hors de mon expérience. La semaine dernière,
Mon plus gros souci était de savoir si je pouvais me permettre de faire réparer ma voiture. Maintenant, je suis censé être l'épouse d'un des hommes les plus puissants de New York. Et je n'ai aucune idée de comment faire ça. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, Emily. Tu dois juste être toi-même. Moi-même dans un monde où des gens comme Sophia Langley vont analyser chacun de mes mouvements, où des journalistes veulent des interviews, où tes associés d'affaires vont se demander si je suis digne de toi. Emily secoua la tête. Je vais tout gâcher. Nathan. Quand je le ferai, ça te fera du mal. Et Nathan s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, voir les éclats d'argent dans ses yeux gris. Tu as géré Sophia parfaitement hier soir. Tu étais confiante, charmante, et complètement crédible. Si quelqu'un doit tout gâcher, c'est moi. Comment pourrais-tu tout gâcher? Tu es parfait en tout. Je suis parfait en affaires, Emily. Ce n'est pas une affaire. Son pouce effleura sa joue, et elle réalisa qu'elle retenait son souffle. C'est quelque chose de complètement différent. Le couloir sembla soudain très petit, très chaud. Emily était pleinement consciente qu'elle ne portait qu'un peignoir, que Nathan était assez proche pour l'embrasser. Que la façon dont il la regardait la faisait se sentir comme la personne la plus importante au monde. Nathan. Nathan Sterling, tu ferais mieux d'avoir du café prêt parce que je suis resté debout toute la nuit, et j'ai des questions. La voix venait de la direction de la cuisine, suivie du bruit de ce qu'Emily supposa être Lucas essayant d'intercepter quiconque venait d'arriver. Madame, vous ne pouvez pas simplement. Ne m'appelez pas madame, jeune homme. J'ai 74 ans. Je suis réveillé depuis 5 heures du matin, et je veux rencontrer la fille qui a réussi à traîner mon petit-fils à l'hôtel sans m'en parler. Nathan, Emily regarda Nathan avec panique. Dis-moi que ce n'est pas ma grand-mère, confirma Nathan, l'air résigné. Margaret Sterling, également connue comme la femme la plus terrifiante de la haute société new-yorkaise. Que dois-je faire? Je ne peux pas rencontrer ta grand-mère en peignoir. Nathan James Sterling, sors d'ici immédiatement. Elle connaît mon deuxième prénom, murmura Emily horrifiée. Elle connaît le deuxième prénom de tout le monde. C'est l'un de ses nombreux talents. Nathan passa une main dans ses cheveux. Ok, voici ce qu'on va faire. Tu vas t'habiller. Il y a des vêtements dans le placard. Claire les a envoyés ce matin. Je vais m'occuper de grand-mère et essayer de te gagner du temps. Quels vêtements? Quel placard? Le dressing. Claire a estimé ta taille hier, a envoyé quelques basiques. Des vêtements décontractés, rien de trop formel. Nathan reculait déjà vers la cuisine. 5 minutes, Emily. Tu peux le faire. Nathan, attends. Mais il était parti, laissant Emily dans le couloir en peignoir, tenant une tasse de café parfait et faisant face à la perspective de rencontrer Margaret Sterling, une femme qui pourrait probablement la détruire d'un simple sourcil levé. Emily se précipita dans la chambre et ouvrit les portes du placard. À l'intérieur, elle trouva une sélection soigneusement choisie de vêtements qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel, des jeans qui semblaient avoir été taillés spécifiquement pour son corps, des pulls dans des couleurs qui complétaient son teint, des chaussures à la fois élégantes et confortables. Tout lui allait parfaitement. Emily choisit un jean sombre, un pull crème doux, et des bottines, puis passa 30 secondes dans la salle de bain à essayer de rendre ses cheveux présentables. Elle pouvait entendre des voix de la cuisine, les tons calmes de Nathan, les interjections nerveuses de Lucas, et une troisième voix qui portait l'autorité de décennies à obtenir exactement ce qu'elle voulait. Je me fiche quelle dorme, Nathan. Il est presque 10 heures, et toute femme digne d'être épousée devrait être levée à cette heure. La voix de Margaret Sterling résonnait clairement dans le couloir. Je veux rencontrer cette mystérieuse mariée, et je veux la rencontrer maintenant. Grand-mère. Auriez-vous pu appeler avant? Appeler pour rencontrer l'épouse de mon propre petit-fils? Le petit-fils qui s'est apparemment marié à Las Vegas sans inviter sa famille? La température dans la voix de Margaret aurait pu geler du champagne? Je ne pense pas. Emily prit une profonde inspiration, redressa ses épaules, et marcha vers la cuisine. Elle pouvait le faire. Elle avait géré Ryan Mitchell. Elle avait survécu au dîner au Bernardin. Elle avait tenu tête à Sophia Langley. À quel point une femme de 74 ans pouvait-elle être difficile? Elle entra dans la cuisine et comprit immédiatement pourquoi Nathan semblait nerveux. Margaret Sterling était élégante, d'une manière qui ne venait que de générations de distinction et de milliards de dollars. Elle était petite mais imposante, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et des yeux bleus perçants qui semblaient tout voir. Elle portait un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Emily et des perles qui semblaient appartenir à un musée. Elle fixait également Emily directement avec l'intensité d'un faucon évaluant sa proie. « Ah » dit Margaret, sa voix fraîche et évaluatrice. La mystérieuse Madame Sterling. « Grand-mère » dit Nathan rapidement. « Voici Emily. »« Emily, ma grand-mère. » Margaret Sterling. Emily s'avança, reconnaissante que ses jambes ne tremblent pas. « Madame Sterling, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'aimerais pouvoir dire la même chose.
Le sourire de Margaret était parfaitement poli et absolument terrifiant. Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons beaucoup à discuter. Émilie jeta un coup d'œil à Nathan, qui lui adressa un hochement de tête encourageant, puis prit place à l'îlot de cuisine. Margaret s'installa en face d'elle avec la précision d'un général planifiant une stratégie de bataille. « Du café » offrit Lucas nerveusement, espérant clairement briser la tension. « J'ai du café, merci. » Les yeux de Margaret ne quittèrent jamais le visage d'Émilie. « Alors, ma chère, parlez-moi de vous. Que faites-vous ?»« Je travaille en cybersécurité, » dit Émilie, fière que sa voix reste stable. « Comme c'est intéressant. Et où êtes-vous allé à l'école ? NYQ. Et votre famille ? Que font-ils ? » Émilie sentit la chaleur monter à son cou. « Mes parents travaillent tous les deux pour le service postal. Ils sont très travailleurs. Je n'en doute pas. » Le ton de Margaret ne révélait rien. « Et comment avez-vous rencontré mon petit-fils ?» C'était le moment. Leur premier vrai test de l'histoire du café. « Nous nous sommes rencontrés dans un café, » dit Émilie, revenant à l'histoire qu'ils avaient répétée. « Il y a environ 3 mois, j'étais devant Nathan dans la file, et il a fait un commentaire sur ma commande de café. » Quel genre de commentaire ? Émilie regarda Nathan, qui s'appuyait contre le comptoir, essayant de sembler décontracté et échouant complètement. « Il a dit que je devais être courageuse, de boire du café noir. La plupart des gens ont peur des choses amères. Et qu'avez-vous répondu à cela ? » Je lui ai dit que les meilleures choses dans la vie sont un peu amères. Le bon café, le chocolat noir. Émilie rencontra directement le regard perçant de Margaret. Les gens qui valent la peine d'être connus. Quelque chose changea dans l'expression de Margaret, un léger adoucissement autour de ses yeux. Comme c'est rafraîchissant et honnête. Et puis nous avons commencé à nous rencontrer là, bas tous les matins, juste pour parler au début, mais c'est devenu la meilleure partie de ma journée. Et quand avez-vous su que vous étiez amoureuse ? La question frappa Émilie comme un coup physique parce que, soudain, assise dans la cuisine de Nathan, regardant dans les yeux savants de sa grand-mère, Émilie réalisa qu'elle pouvait répondre à cette question honnêtement. C'était la veille, dans le couloir devant sa chambre, quand Nathan l'avait regardée comme si elle était la seule personne au monde qui comptait, quand il lui avait dit qu'elle n'avait pas à changer, que le monde avait besoin de plus de personnes authentiques, quand il avait admis qu'elle le terrifiait parce qu'elle voyait à travers tous ces masques soigneusement construits, quand il m'a dit que j'étais courageuse, dit Émilie doucement, les mots venant d'un endroit plus profond que la pensée consciente, pas à cause de ce que j'ai fait ou accompli, mais juste à cause de qui je suis. La cuisine plongea dans le silence. Lucas fixait Émilie avec quelque chose comme de l'étonnement. Nathan s'était figé, ses yeux rivés sur son visage avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. « Nathan, dit Margaret finalement. »« Oui, grand-mère ? Tu peux garder celle-ci ?» Et puis, pour la première fois depuis qu'Émilie l'avait rencontrée, Margaret Sterling sourit, un sourire réel, chaleureux, sincèrement ravi. « Maintenant, poursuivit Margaret avec vivacité, nous devons discuter de l'annonce appropriée de votre mariage. Je suppose que vous n'avez pas l'intention de le garder secret indéfiniment. Nous comptions le rendre public au gala de l'entreprise, dit Nathan, retrouvant enfin sa voix. Absolument pas. Le gala de l'entreprise est une affaire, pas une famille. Nous organiserons une réception appropriée le week-end prochain. Rien de trop extravagant. Juste 200 de nos amis les plus proches. 200 personnes ? Couina Émilie. C'est assez intime, vraiment. Je pensais à la salle de bal du Plaza, cocktails à 10 à 9 heures, dîner à 20 heures. Tenue de soirée, bien sûr. Émilie regarda Nathan avec panique. Une réception avec 200 personnes. Cela dépassait largement leur simple arrangement d'un mois. Grand-mère. Dit Nathan prudemment. Ça va être un peu vite. Palivanes. Plus nous attendons, plus il y aura de spéculation. Mieux vaut l'affronter de front avec une célébration appropriée. Margaret se leva, lissant sa jupe. Je m'occuperai des arrangements. Émilie, ma chère, nous devrons aller faire du shopping pour votre robe. Rien de prêt à porter, bien sûr. Je connais plusieurs créateurs qui me doivent des faveurs. Madame Sterling, c'est très généreux, mais... Margaret, s'il vous plaît. Nous sommes une famille maintenant. Le sourire de Margaret était chaleureux mais définitif, et la famille prend soin de la famille. J'aurai mon assistante vous appeler cet après-midi pour fixer des rendez-vous. Elle rassembla son sac et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta pour les regarder. Oh, et Émilie, la prochaine fois que vous écoutez une conversation, vous pourriez vouloir vous assurer que l'acoustique fonctionne dans les deux sens. J'ai entendu chaque mot que vous avez dit sur votre peur de tout gâcher. Les yeux de Margaret pétillaient de ce qui aurait pu être de la malice. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que vous ayez de quoi vous inquiéter. Et sur ce, elle partit, laissant Émilie, Nathan, et Lucas fixant l'endroit où elle se tenait dans un silence abasourdi. Eh bim. Dit Lucas finalement. Ça aurait pu être pire. Vraiment ? Émilie se tourna pour regarder Nathan. Ta grand-mère vient de planifier notre réception.
200 persons, Nathan. Des créateurs, des robes de bal, et l'Hôtel Plaza. Ça devient complètement hors de contrôle. Justice, dit Nathan doucement. Je l'appellerai, et expliquerai que nous voulons quelque chose de plus petit. Non. Emily se surprit elle-même par la fermeté dans sa voix. Si nous allons le faire correctement. Ta grand-mère est déjà suspicieuse. Je l'ai vu dans ses yeux. Si nous reculons maintenant, si nous ne suivons pas, elle saura que quelque chose ne va pas. Emily, tu ne comprends pas le genre de scrutiny qui accompagne un événement comme celui-ci. Toutes les mondaines de la ville seront là, analysant chacun de tes mouvements. La presse essaiera probablement de prendre des photos. Ce sera intense. Alors tu devras m'apprendre. Emily rencontra ses yeux, voyant sa propre détermination reflétée. Tu as dit que j'étais courageuse, Nathan. Il est temps de le prouver. Nathan la fixa pendant un long moment, puis marcha vers elle où elle était assise. Il tendit les mains et prit les siennes, ses pouces traçant sur ses phalanges. Tu réalises à quoi tu t'engages? Dit-il doucement. Une semaine de préparation, d'essayage de robes, probablement de formation aux médias, une soirée à performer devant 200 personnes qui chercheront le moindre signe que notre mariage n'est pas réel. Je réalise, et après ça, 3 semaines de plus à être Madame Nathan Sterling de la manière la plus publique possible. Je réalise ça aussi. Emily, sa voix était rauque, incertaine d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Que se passe-t-il ici, quelque part dans toute cette performance? L'un de nous oublie que nous jouons la comédie? Emily regarda dans ses yeux gris orageux et vit ses propres peurs reflétées, la peur que ce soit déjà plus réel, qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. La peur que faire semblant d'être amoureux allait mener à réellement tomber amoureux. La peur que, dans 25 jours, s'éloigner l'un de l'autre briserait leurs deux cœurs. Alors je suppose, dit Emily doucement, que nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Nathan serra doucement ses mains. Ensemble. Ensemble. Aucun d'eux ne mentionna que traverser ce pont ensemble défierait tout le but de leur arrangement. Aucun d'eux ne mentionna qu'ils y pensaient déjà tous les deux. Et aucun d'eux ne mentionna que, quelque part entre une proposition de faux mariage et un petit déjeuner avec Margaret Sterling, leur arrangement temporaire avait commencé à ressembler à quelque chose qui pourrait durer pour toujours. Manhattan, une semaine avant la réception, Emily Harper avait toujours pensé que l'expression baptême du feu n'était qu'une métaphore. Elle avait tort. C'était lundi matin, exactement une semaine avant la réception impromptue de Margaret Sterling à l'Hôtel Plaza, et Emily était assise à l'arrière d'une voiture de ville qui coûtait probablement plus cher que son salaire annuel, en route pour son premier rendez-vous avec ce que Margaret avait appelé l'équipe. « Détends-toi », dit Nathan à côté d'elle, bien qu'il semblait aussi détendu qu'un homme face à un peloton d'exécution. « Ce n'est qu'un essayage. »« Juste un essayage », rit Emily, mais sa sortie légèrement hystérique. « Nathan, l'assistante de ta grand-mère m'a envoyé un emploi du temps. Un emploi du temps pour toute la semaine. Essayage de robes, chaussures, consultation de bijoux, quelque chose appelé coaching de maintien, formation aux médias, et ce que je ne peux qu'assumer être une sorte de camp d'entraînement pour épouses déguisées en session d'intégration sociale. Coaching de maintien. Apparemment, je dois apprendre à marcher, m'asseoir, me tenir debout, et tenir une flûte de champagne comme quelqu'un qui appartient à ton monde. Emily lui montra l'itinéraire imprimé sur du papier épais couleur crème qui coûtait probablement plus par page que son budget déjeuner. Regarde ça. Mardi, posture et présence avec Madame Dubois. Mercredi, conversation et culture générale avec le professeur Hartford. Jeudi, relations avec les médias et prise de parole en public avec Regina Walsh. Nathan siffla doucement. Grand-mère ne plaisante pas. Regina Walsh? Comme dans Regina Walsh qui coach des célébrités et des politiciens? La même qui a aidé à préparer les 3 derniers candidats présidentiels au débat? Oui. Emily le fixa. Nathan, c'est insensé. Je ne me présente pas à une élection. Je suis juste censé me tenir à côté de toi et sourire pendant une soirée. Tu n'es pas juste censé te tenir à côté de moi, dit Nathan doucement. Tu es censé être ma femme. Et dans mon monde, malheureusement, ça vient avec des attentes. La voiture s'arrêta devant un élégant brownstone dans l'Upper East Side. Une plaque en laiton discrète à côté de la porte indiquait « Atelier Margot, sur rendez-vous uniquement ». « C'est ici », dit Nathan. « Es-tu prête ?» Emily baissa les yeux sur son jean et son pull, les mêmes que ceux portés lors de la visite de Margaret ce matin-là. Dans environ 10 minutes, elle serait debout devant des miroirs, en train d'être ajustée pour une robe qui coûterait probablement plus cher que sa voiture, faisant semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas, se préparant pour une fête où elle devrait convaincre 200 étrangers qu'elle était follement amoureuse d'un homme qu'elle connaissait à peine. Un homme dont, si elle était honnête avec elle-même, elle commençait à se soucier bien plus qu'il n'était sûr. Non, dit-elle honnêtement, mais faisons-le quand même. L'atelier Margot était tout ce qu'Emily avait imaginé et plus encore. La salle d'exposition était élégante et intimidante, avec des lustres en cristal, des meubles anciens, et des robes exposées comme des œuvres d'art. La femme qui les accueillit,
Margot elle-même probablement, était petite, parfaitement apprêtée, et avait le genre d'accent français qui rendait tout sophistiqué. « Ah, Madame Sterling, vous devez être la mariée dont nous avons tant entendu parler. » Les yeux de Margot balayèrent Émilie, avec l'évaluation de quelqu'un qui pouvait déterminer votre valeur nette, votre statut social, et votre taille de soutien-gorge d'un seul regard. « Très belle, très belle. Nous n'aurons aucun problème. »« Merci, » parvint à dire Émilie. « Venez, venez. Nous avons beaucoup de travail. Monsieur Sterling, vous pouvez attendre dans le salon. Il y a du champagne, du café, et les derniers magazines. Cela prendra du temps. Combien de temps? Demanda Nathan. 3 heures, peut être 4. Nous devons trouver la silhouette parfaite, la couleur parfaite, prendre des mesures, discuter des sous-vêtements et des accessoires. Margot agita la main avec dédain. C'est un processus, non? Émilie lança à Nathan un regard de pure panique. 4 heures? Elle avait supposé que ce serait comme faire du shopping dans un grand magasin. Essayer quelques robes, en choisir une, partir. Je serai là, dit Nathan, et quelque chose dans sa voix était rassurant. Princeton Temps. Bien, maintenant Madame Sterling, si vous voulez bien. Margot désigna une porte drapée de rideaux de soie. La cabine d'essayage au-delà était plus grande que la chambre d'Émilie, avec une plateforme entourée de miroirs à 3 faces, des crochets pour les robes, et un éclairage qui donnait à tout un air de conte de fées. 2 assistantes apparurent comme par magie, portant des brassées de robes de toutes les couleurs imaginables. D'abord, dit Margot, tapant des mains, nous devons comprendre avec quoi nous travaillons. Parlez-moi de cette réception. Quel genre d'événement? À quelle heure de la journée? Quelle saison? Quelle est l'ambiance que vous souhaitez créer? Émilie réalisa qu'elle n'avait aucune idée de comment répondre à ces questions. C'est en soirée, à l'Hôtel Plaza. Margaret, Madame Sterling, l'organize. Ah, Margaret Sterling. L'expression de Margot passa à un profond respect. Une femme de goût impeccable. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement être belles. Nous devons être parfaites, classiques, mais avec quelque chose de spécial. Élégantes, mais pas ennuyeuses. Comprenez-vous? Passe vraiment, admit Émilie. Peu importe. Je comprends que vous êtes nerveuse. C'est naturel. Vous épousez l'une des familles les plus en vue de New York. Tout le monde regardera, jugera, formera des opinions. La robe, elle doit raconter la bonne histoire. Quelle histoire devrait-elle raconter? Margot étudia le visage d'Émilie avec l'intensité d'un artiste examinant une toile. Que vous êtes à votre place, que vous êtes confiante, que vous êtes digne de lui, et, plus important encore, qu'il a de la chance de vous avoir. Elle sourit. Faites-moi confiance, chérie, je fais ça depuis 30 ans. J'ai habillé 3 mariés Vanderbilt, 2 filles Getty, et une petite fille Rockefeller. Je sais ce que je fais. Pendant les 4 heures suivantes, Émilie fut mesurée, épinglée, drapée, et transformée. Elle essaya robe après robe. Chacune plus belle que la précédente. Il y avait des robes de bal classiques qui la faisaient se sentir comme une princesse, des designs modernes épurés qui mettaient en valeur sa silhouette, des pièces inspirées du vintage qui évoquaient le glamour de l'ancien Hollywood. Mais ce ne fut que lorsque Margot apporta la robe, une création éblouissante en soie bleu nuit qui semblait scintiller de sa propre lumière intérieure, qu'Émilie comprit de quoi il s'agissait. Dès qu'elle la mit, tout changea. La robe lui allait comme si elle avait été faite spécifiquement pour son corps, ce qui, réalisa Émilie, était essentiellement le cas. La couleur faisait ressortir le bleu de ses yeux et donnait un éclat à sa peau. La silhouette était classique mais moderne, élégante mais pas guindée. Quand elle bougeait, le tissu coulait comme de l'eau. « Mon Dieu !» souffla une des assistantes. « Parfait !» dit Margot, sa voix pleine de satisfaction. « Absolument parfait. » Émilie se regarda dans le miroir à 3 faces. La femme qui lui rendait son regard était quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, confiante, élégante, belle d'une manière qui semblait sans effort mais qui avait probablement nécessité des heures de travail. « C'est... » commença Émilie, puis s'arrêta. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que la robe lui faisait ressentir. « C'est vous, » dit Margot simplement, « mais la meilleure version de vous. La version qui sait qu'elle est à sa place dans n'importe quelle pièce elle entre. » Émilie hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Excellent. Maintenant, nous devons discuter des chaussures, des sous-vêtements, des bijoux et de votre coiffure. Qui s'occupera de vos cheveux? Je ne sais pas. D'habitude, je me contente de... Non, non, non. Pour cela, il nous faut un professionnel. Je vais passer des appels. » Margot griffonnait déjà des notes sur un carnet. « Et le maquillage, bien sûr, et une manucure. Tout doit être coordonné. » Lorsqu'Émilie sortit de la cabine d'essayage 4 heures plus tard, elle avait non seulement une robe, mais tout un ensemble, avec des chaussures qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel, des sous-vêtements apparemment essentiels pour la silhouette parfaite, et des rendez-vous avec un coiffeur et une maquilleuse qui, selon Margot, étaient les meilleurs de la ville.
Nathan leva les yeux de son magazine lorsqu'elle s'approcha. Comment ça s'est passé? Je crois que je viens de dépenser plus d'argent pour une tenue que je n'en ai dépensé pour des vêtements dans toute ma vie, dit Emily, s'affalant dans le fauteuil à côté de lui. Ça valait le coup? Emily pensa à la femme dans le miroir, à la façon dont la robe lui avait donné l'impression qu'elle pouvait conquérir le monde. Peut-être. Demande-moi encore après la réception. Tu me donneras au moins un indice sur à quoi elle ressemble? Absolument pas. N'est-ce pas de mauvais augure pour le marié de voir la robe avant le mariage? Nous sommes déjà mariés, tu te souviens? Les mots restèrent suspendus entre eux, un rappel de la réalité compliquée qu'ils vivaient. Ils étaient mariés sur le papier, vivaient ensemble, se préparaient pour une célébration publique de leur union. Mais ils étaient aussi pratiquement des étrangers engagés dans une mascarade élaborée qui devenait de plus en plus compliquée chaque jour. C'est vrai, dit Emily doucement. Parfois, j'oublie. Vraiment? La voix de Nathan était calme, sérieuse. Oublier, je veux dire. Emily le regarda. Vraiment le regarda. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, mais ses cheveux étaient légèrement ébouriffés d'y avoir passé les mains. Et il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression qui lui serra la poitrine. Parfois, admit-elle. Et toi? Plus souvent que je ne le devrais. Ils se fixèrent un moment. Le poids de cet aveu s'installa entre eux comme un défi, comme une promesse, comme un avertissement. Nous devrions y aller, dit Nathan finalement. Tu as un dîner avec grand-mère ce soir. Un dîner avec. Les yeux d'Emily s'élargirent. Ce n'était pas dans l'emploi du temps. Grand-mère ne croit pas aux emplois du temps pour les dîners familiaux. Elle a appelé pendant que tu étais là, dedans. Chez elle? Nathan, je ne peux pas dîner avec ta grand-mère. Je ne sais pas comment me comporter lors de dîners chics. Et si j'utilise la mauvaise fourchette? Et si je dis quelque chose de stupide? Emily. Nathan tendit la main et prit la sienne, son pouce traçant des cercles rassurants sur ses phalanges. Respire. Ce n'est qu'un dîner. Juste un dîner avec Margaret Sterling, qui pourrait probablement détruire ma vie d'un seul regard désapprobateur. Elle l'est aimée. Comment le sais-tu? Parce que tu es toujours en vie. Le sourire de Nathan était taquin mais chaleureux. Fais-moi confiance. Si grand-mère ne t'approuvait pas, tu le saurais déjà. Le fait qu'elle planifie cette réception, organise tous ces rendez-vous, t'invite à dîner, ça veut dire qu'elle t'a accepté comme membre de la famille? Famille? Le mot semblait étrange sur la langue d'Emily. Elle avait grandi dans une petite famille soudée où le dîner signifiait de la nourriture chinoise à emporter manger devant la télévision et chic signifiait utiliser les bonnes assiettes en papier. L'idée de faire partie de la famille Sterling, avec leurs traditions, leurs attentes, et probablement assez d'argent pour acheter de petits pays, était terrifiante. Et Nathan Serrado Semensamein. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu te souviens? Sois juste toi-même. Moi-même dans un monde où le dîner implique probablement 7 plats et des conversations sur les collections d'art et les fondations caritatives? Probablement, acquiesça Nathan. Mes grands-mères ne s'intéressent pas à savoir. Si tu sais quelle fourchette utiliser. Elles s'intéressent à savoir si tu me rends heureux. Est-ce que je le fais? La question échappa à Emily avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Me rendre heureux? Je veux dire? Nathan resta silencieux un long moment, ses yeux gris scrutant son visage. Tu me fais sentir moi-même, dit-il finalement. Comme la personne que j'étais avant de devenir PDG, avant de devenir l'héritier de l'héritage Sterling, tu me regardes et tu vois Nathan, pas l'entreprise, l'argent ou la réputation. As-tu la moindre idée de combien c'est rare? Emily sentit quelque chose de chaud et dangereux se déployer dans sa poitrine. Nathan, je sais, dit-il rapidement. Je sais que c'est censé être temporaire, professionnel, mais Emily, ce qui se passe entre nous? Ça ne semble pas professionnel. Ça semble comment? Réel. Le mot sortit rauque, honnête. Ça semble réel. Ils furent interrompus par Margot qui apparut avec un sac à vêtements et plusieurs sacs de shopping. Voilà. Tout est prêt. La robe sera livrée vendredi matin, avec les chaussures et les accessoires. Et j'ai pris des rendez-vous pour vous avec Jean-Claude pour les cheveux et Sophia pour le maquillage. Samedi après-midi. Merci, parvint à dire Emily, encore sous le choc de l'aveu de Nathan. Ce fut un plaisir. Vous serez magnifique, ma chérie. Absolument magnifique. Le trajet jusqu'au manoir de Margaret Sterling dans l'Upper East Side fut silencieux, Emily et Nathan perdus dans leurs propres pensées. Emily regardait par la fenêtre les élégantes brownstones et essayait de ne pas penser à ce que Nathan avait dit, à la façon dont il l'avait regardé quand il avait dit que ça semblait réel, parce que ça semblait réel, plus réel que tout ce qu'elle avait jamais vécu, ce qui était terrifiant car, dans 3 semaines, tout serait fini. Emily, dit Nathan alors qu'il s'arrêtait devant un manoir qui semblait tout droit sorti d'un film. Il y a quelque chose que je devrais probablement te dire à propos du dîner avec grand-mère. Quoi? Elle ne sera pas seule. L'estomac d'Emily se noua. Qu'est-ce que tu veux dire?
Elle a invité quelques autres membres de la famille. Ma tante Elizabeth, mon cousin William, probablement mon oncle Thomas. Juste la famille proche. Juste la famille proche. Emily rit, mais sa sortie légèrement hystérique. Nathan, j'étais nerveuse à l'idée de dîner avec ta grand-mère. Maintenant, tu me dis que je dois affronter toute la famille Sterling? Pas toute la famille, juste le noyau dur. Les gens dont l'opinion compte pour grand-mère. Oh, ça rend les choses tellement meilleures. La voiture s'arrêta, et Emily pouvait voir une lumière chaude émaner des fenêtres du manoir. À travers les rideaux transparents, elle aperçut des silhouettes élégantes se déplaçant à l'intérieur, le reste de la famille Sterling se préparant à rencontrer et juger la femme qui avait réussi à épouser leur garçon d'or, sans qu'aucun d'eux ne le sache. « Je ne peux pas faire ça, » dit Emily soudainement. « Nathan, je ne suis pas prête. Je ne sais pas comment faire partie de ta famille. Je ne sais pas comment faire la conversation avec des gens qui possèdent probablement plus d'art que la plupart des musées. Je vais t'embarrasser. Emily, regarde-moi. » La voix de Nathan était ferme et douce. « Tu ne vas pas m'embarrasser. Tu es intelligente, drôle, gentille, et belle. Tu as tenu tête à Sophia Langley. Tu as charmé ma grand-mère. Et tu as géré tout ce qui t'a été jeté avec grâce et courage. Tu es à ta place. Ici, je travaille en cybersécurité, Nathan. J'ai grandi dans le New Jersey. Mon idée d'un dîner raffiné, c'est Olive Garden pour les occasions spéciales. Et c'est exactement pourquoi tu es parfaite. » Nathan tendit les mains et prit les siennes. « Ma famille est habituée aux gens qui veulent quelque chose d'eux. De l'argent, des relations, du statut, mais toi, tu ne veux rien de tout ça. Tu veux retourner dans ton studio et reprendre ta vie normale. Cette authenticité, ce manque d'agenda, c'est exactement ce à quoi ils ne sont pas habitués, et c'est exactement ce dont ils ont besoin. » Emily fixa ses yeux gris orageux et sentit une partie de sa panique s'atténuer. « Tu penses vraiment ça? » »« Je le sais. » Nathan leva leurs mains jointes et pressa un doux baiser sur ses phalanges. « D'ailleurs, ils vont t'adorer. Comment pourraient-ils ne pas t'aimer? » Ce simple geste, la chaleur dans sa voix, la façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus importante au monde, tout cela combiné fit faire à son cœur quelque chose de compliqué et dangereux. « D'accord, » dit-elle doucement. « Allons rencontrer ta famille ensemble. » Ensemble. La salle à manger de Margaret Sterling ressemblait à une scène tirée d'un film d'époque. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur une table pouvant accueillir 20 personnes, dressée avec de la porcelaine qui semblait appartenir à un musée et des couverts, qui avaient probablement leur propre police d'assurance. Des peintures à l'huile d'ancêtre au regard sévère dominaient les murs, et des fleurs fraîches qui coûtaient probablement plus cher que son budget épicerie formaient d'élégants centres de table. Mais ce sont les personnes autour de la table qui firent transpirer les paumes d'Emily. « Emily, ma chère. » Margaret se leva de sa place en tête de table, resplendissante dans une robe bordeaux qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel d'Emily. « Venez rencontrer la famille. » Les présentations furent un tourbillon de noms et de visages. Elizabeth Sterling Bennett, la fille de Margaret et la tante de Nathan, élégante, aux yeux perçants, avec le genre de sourire qui pouvait tout signifier. William Bennett, le fils d'Elizabeth et le cousin de Nathan. Charmant, beau, avec un sourire facile qui rendait Emily à l'aise. Thomas Sterling, le fils de Margaret et l'oncle de Nathan, distingué, calme, avec des yeux bienveillants qui rappelaient ceux de Nathan. « Alors, vous êtes la femme mystérieuse qui a enfin capturé le cœur de notre Nathan, » dit Elizabeth une fois qu'ils furent tous assis. Sa voix était chaude, mais Emily perçut une nuance d'évaluation. Nous commencions à penser qu'il resterait célibataire pour toujours. Elizabeth. La voix de Margaret portait un avertissement. Quoi? Je dis simplement que Nathan a toujours été si concentré sur les affaires, si prudent avec sa vie personnelle. C'est merveilleux de le voir trouver quelqu'un qui le rend heureux. Le sourire d'Elizabeth était parfaitement poli et absolument calculateur. Parlez-nous de vous, Emily. D'où venez-vous? Du New Jersey, dit Emily, fière que sa voix reste stable. Une petite ville appelée Millfield. Rien de bien excitante. Et votre famille? Que font-ils? Emily sentit la chaleur monter à son cou. C'était le moment où elle révélait à quel point elle était différente d'eux. Mes parents travaillent tous les deux pour le service postal. Ils sont facteurs depuis presque 30 ans. La table devint silencieuse. Emily pouvait sentir tous les regards sur elle, évaluant, jugeant, essayant de comprendre comment quelqu'un de son milieu avait fini marié à Nathan Sterling. Comme c'est merveilleusement honnête, dit Thomas finalement, sa voix chaude d'une approbation qui semblait sincère. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un avec des valeurs familiales aussi directes. Thomas a raison, ajouta William, souriant. La plupart des femmes de notre cercle viennent de familles où personne n'a travaillé à un vrai emploi depuis 3 générations. C'est agréable de rencontrer quelqu'un de réel. Emily sentit une partie de sa tension s'atténuer. Mes parents m'ont toujours appris que le travail acharné et l'intégrité sont plus importants que tout le reste. Des parents sages, dit Margaret avec approbation. Et que faites-vous? Nathan a mentionné la cybersécurité.
Je travaille pour son entreprise, en fait. J'analyse les menaces de sécurité, empêche les violations de données, ce genre de choses. Émilie était reconnaissante de parler de quelque chose qu'elle connaissait vraiment. C'est comme être détective, mais pour les crimes informatiques. Comme c'est fascinant, dit Elisabeth, et pour la première fois, son intérêt semblait sincère. J'imagine que cela demande beaucoup d'intelligence et de compétences. C'est vrai, dit Nathan, prenant la parole pour la première fois depuis les présentations. Émilie est l'une des meilleures analystes que nous ayons. Elle a empêché 3 violations majeures de sécurité qui auraient pu nous coûter des millions. La fierté dans sa voix fit rougir les joues d'Émilie. C'est juste mon travail. C'est plus que ça, continua Nathan. Émilie voit des modèles que les autres manquent. Elle pense plusieurs étapes à l'avance, anticipe les problèmes avant qu'ils ne surviennent. C'est un talent rare. On dirait qu'elle est parfaite pour notre famille, dit William avec un sourire. Nous sommes tous à propos de penser à l'avance et de prévenir les désastres. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Émilie se retrouva à se détendre malgré ses meilleurs efforts pour rester nerveuse. La conversation passait des affaires à la politique, à l'art, au voyage. Et bien qu'elle ne puisse pas contribuer aux discussions sur les collections d'art européennes ou les galas de charité à Monaco, elle découvrit que sa perspective était en réalité valorisée. Quand Elisabeth mentionna un récent scandale impliquant une violation de données d'une entreprise technologique, Émilie put expliquer les aspects techniques d'une manière qui rendait les implications claires pour tout le monde. Quand Thomas posa des questions sur les menaces émergentes en cybersécurité, elle dressa un tableau du paysage numérique qui fit même poser des questions réfléchies à Margaret. « Vous savez, » dit Elisabeth alors qu'ils se déplaçaient vers le salon pour le café et le dessert. « J'étais sceptique quand j'ai entendu parler de ce mariage soudain. Nathan a toujours été si prudent, si méthodique à propos de tout. L'idée qu'il se soit enfui à Vegas semblait complètement hors de caractère. » Le cœur d'Émilie se mit à battre plus vite. C'était le moment où leur histoire serait testée par quelqu'un qui connaissait Nathan mieux que presque n'importe qui. « Mais en vous voyant tous les deux ensemble ce soir, » continua Elisabeth, « en voyant comment il vous regarde, comment vous le regardez, ça a parfaitement du sens. L'amour ne suit pas les calendriers ou la logique, n'est-ce pas? » « Non, » dit Émilie doucement, rencontrant les yeux de Nathan à travers la pièce. « En effet, je dois admettre, » dit William, s'installant dans un fauteuil avec son café, « je n'ai jamais vu Nathan aussi détendu. D'habitude, lors des dîners familiaux, il vérifie son téléphone toutes les 5 minutes et parle de rapports trimestriels. Ce soir, il a à peine jeté un œil à son téléphone. C'est parce qu'Émilie me fait me souvenir qu'il y a un monde en dehors du bureau, dit Nathan, venant s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Sa main trouva la sienne naturellement, leurs doigts s'entrelaquant sans effort conscient. Elle me garde ancrée. Et que fait Nathan pour vous? Demanda Margaret à Émilie, ses yeux bleus perçants ne manquant rien. Émilie regarda Nathan, cet homme qui l'avait sauvé de Ryan Mitchell, qui lui avait offert protection et luxe et un aperçu d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais plus que cela, il l'avait fait se sentir valorisée, respectée, belle. Il avait vu à travers ces murs soigneusement construits jusqu'à la personne en dessous et décidé qu'elle valait la peine d'être protégée. Il me rend courageuse. Dit Émilie honnêtement. Il me regarde et voit quelqu'un de plus fort que je ne le pense. Quelqu'un capable de plus que je ne l'ai jamais imaginé. Et comment cela vous fait-il sentir? Demanda Thomas doucement. Comme si je pouvais tout faire, admit Émilie. Comme si je pouvais être n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, dit Nathan doucement. Vous devez juste être vous. La pièce plongea dans un silence chaleureux, rempli du genre de compréhension qui vient de témoigner de quelque chose de réel et précieux. Eh bien, dit Margaret finalement, sa voix légèrement épaissie par l'émotion. Je pense que cela appelle du champagne. Nous célébrons l'amour. Après tout. Alors que Margaret s'affairait pour chercher du champagne, Elisabeth s'installa de l'autre côté d'Émilie. Je vous dois des excuses, dit-elle doucement. Je suis venue ce soir prête à ne pas vous aimer, à trouver des défauts à ce mariage soudain, à protéger Nathan de ce que je supposais être une chasseuse de fortune ou une arriviste sociale. Et maintenant? Demanda Émilie. Maintenant, je suis reconnaissante. Le sourire d'Elisabeth était sincère cette fois, chaleureux et accueillant. Nathan a porté le poids des attentes de cette famille toute sa vie. Il a été le fils parfait, le neveu parfait, le PDG parfait, mais il n'a jamais semblé vraiment heureux. Pas jusqu'à ce soir. Elisabeth a raison, dit William, ayant entendu. Je ne pense pas t'avoir jamais vu aussi détendu, cousin. Émilie est bonne pour toi. Elle est bonne pour nous tous, ajouta Thomas. Une perspective nouvelle, des opinions honnêtes, aucun agenda au-delà de rendre notre garçon heureux. C'est exactement ce dont cette famille a besoin. Quand Margaret revint avec du champagne, elle trouva une pièce pleine de visages souriants et de conversations faciles. Elle leva son verre, ses yeux pétillants de satisfaction. À Émilie et Nathan, dit-elle, à l'amour qui nous surprend, au bonheur qui nous trouve quand on s'y attend le moins, et à la famille qui se renforce avec chaque nouvel ajout, à Émilie et Nathan, répétèrent tous en écho.
Alors qu'Émilie sirotait son champagne, qui était sans surprise le meilleur qu'elle ait jamais goûté, elle surprit Nathan qui l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Il y avait de la chaleur là, dedans, et de la fierté, et quelque chose d'autre. Quelque chose, demanda-t-elle doucement. Ring d'hétéro. Mais son sourire était doux et sincère. Juste. Merci. Pourquoi? Pour être exactement qui tu es. Pour t'intégrer dans ma famille comme si tu avais toujours été là. Pour faire que ça semble. Il s'arrêta, cherchant le bon mot. Réel, suggéra Émilie. Réel, acquiesça-t-il, et alors que la soirée touchait à sa fin, alors qu'il disait au revoir aux différents membres de la famille et rentrait à la voiture, Émilie ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque part entre les cocktails et le café, entre l'approbation d'Elisabeth et la satisfaction de Margaret, leur faux mariage avait fait un pas de plus vers quelque chose de véritable. Le problème était qu'elle commençait à vouloir que ce soit réel. Et d'après la façon dont Nathan l'avait regardée toute la soirée, avec chaleur, fierté, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection, elle commençait à suspecter qu'il ressentait la même chose. Le reste de la semaine passa dans un tourbillon de rendez-vous, de leçons, et une panique croissante. Émilie apprit à marcher avec des talons qui pourraient servir d'armes mortelles, à tenir des conversations sur l'art et la littérature avec le professeur Hartford, qui s'avéra être étonnamment charmant, et à gérer les questions des médias avec Regina Walsh, qui était terrifiante mais efficace. Elle apprit qu'il y avait 17 façons différentes de s'adresser aux membres de différents niveaux sociaux, que le travail caritatif n'était pas optionnel pour les épouses d'hommes d'affaires éminents, et que chacune de ces apparitions publiques serait analysée, photographiée, et probablement critiquée par des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés. Elle apprit aussi que Nathan lui apportait du café tous les matins exactement comme elle l'aimait, qu'il avait la mauvaise habitude de travailler jusqu'à minuit et d'oublier de dîner, et que lorsqu'il pensait que personne ne regardait, il avait un sourire qui pourrait illuminer la moitié de Manhattan. Le vendredi soir, la veille de la réception, Émilie avait l'impression d'avoir été soumise à un programme d'entraînement intensif pour un emploi auquel elle n'avait jamais postulé. Sa robe pendait dans le placard comme un magnifique rappel de ce que demain apporterait. Ses chaussures étaient alignées comme des soldats. Ses bijoux, prêtés de la vaste collection de Margaret, scintillaient dans leur boîte de velours. Nerveuse? Demanda Nathan, la trouvant debout sur le balcon de son Penthouse, regardant les lumières de la ville. Terrifiée, admit Émilie. Et si je gâche tout demain? Et si je dis quelque chose de mal, ou que je trébuche dans ces talons ridicules, ou que j'oublie le nom de quelqu'un? Alors tu te relèveras avec grâce et tu continueras, dit Nathan, venant se tenir à côté d'elle. Émilie, tu as rencontré ma famille, charmé Regina Walsh, et survécu à une semaine de camp d'entraînement social intensif de Margaret. Tu es prête pour ça? Je ne me sens pas prête. Aucun de nous ne se sent jamais prêt pour les choses qui comptent le plus. Nathan resta silencieux un moment, ses mains posées sur la rambarde du balcon. Puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. J'ai pensé à cette semaine, à tout ce qui s'est passé depuis que tu as pris ma main dans cet ascenseur, et je reviens toujours à la même réalisation. Quelle réalisation? Nathan se tourna pour lui faire face complètement, ses yeux gris sérieux sous l'éclat des lumières de la ville. Je ne veux pas que ça se termine. Le cœur d'Émilie s'arrêta. Nathan, je sais ce que nous avons convenu. Un mois, puis un divorce discret, un simple arrangement d'affaires pour résoudre nos deux problèmes. Mais Émilie, rien dans tout ça ne semble simple maintenant. Que dis-tu? Je dis que quelque part entre les fausses propositions de mariage et les dîners familiaux, j'ai oublié que nous faisions semblant. Nathan tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, le geste si familier maintenant qu'il lui serra le cœur. Je dis que quand je me réveille le matin, la première chose à laquelle je pense est si tu es heureuse. Quand je suis en réunion, je me surprends à me demander ce que tu penserais des décisions que je prends. Quand je rentre à la maison le soir, la meilleure partie de ma journée est de te voir recroquevillé sur le canapé avec ton ordinateur, probablement en train de sauver mon entreprise d'une menace cybernétique dont je n'ai même pas connaissance. Émilie le fixa, son cœur battant la chamade. Nathan, nous ne pouvons pas. Pourquoi pas? Sa voix était douce mais urgente. Donne-moi une bonne raison pour laquelle nous ne pouvons pas rendre cela réel. Parce que tu es toi, et je suis moi, dit Émilie, les mots déferlant en cascade. Parce que tu vaux des milliards de dollars, et moi je découpe des coupons. Parce que tu es allé à Harvard, et moi à une université publique avec des bourses. Parce que tu as des maisons dans plusieurs pays, et moi un studio avec un climatiseur cassé. Parce que rien de tout ça n'a d'importance, interrompit Nathan. Émilie, je me fiche de tout ça. Ce qui m'importe, c'est que tu me fais rire, que tu me défies, que tu me vois comme une personne plutôt qu'un compte bancaire. Ce qui m'importe, c'est la façon dont tu fronces le nez quand tu te concentres, et comment tu te disputes avec moi pour que je prenne mieux soin de moi, et le fait que tu es probablement la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je ne suis pas courageuse, murmura Émilie.
Tu as pris ma main dans un ascenseur sans savoir où cela mènerait. Tu as tenu tête à Sophia Langlais lors de ta première soirée en tant que ma fausse épouse. Tu es entré dans une pièce pleine de sterlings et tu les as fait aimer en moins d'une heure. Tu as passé une semaine à apprendre à naviguer dans un monde qui t'est complètement étranger, et tu l'as fait avec grâce, humour et détermination. Les mains de Nathan vinrent encadrer doucement son visage. Si ce n'est pas du courage, je ne sais pas ce que c'est. Émilie sentit des larmes piquer le coin de ses yeux. Que se passe-t-il si nous essayons ça, et que ça ne marche pas? Que se passe-t-il si nous sommes trop différents? Si le monde réel s'interpose? Si nous réalisons que tout ça n'était qu'une sorte de fantasme élaboré? Que se passe-t-il si nous n'essayons pas et passons le reste de nos vies à nous demander et si, rétorqua Nathan. Émilie, j'ai passé toute ma vie adulte à faire des choix sûrs, des décisions calculées basées sur des évaluations de risque et des études de probabilité, et où cela m'a-t-il mené? Seul dans un pantouse, marié à mon travail, entouré de gens qui me voient comme un moyen d'arriver à leur fin, et puis tu as pris ma main, et tout a changé. Son pouce effleura sa joue, et Émilie réalisa qu'elle pleurait. Tu me donnes envie de prendre des risques, Émilie. Tu me donnes envie de choisir le bonheur plutôt que la sécurité, l'amour plutôt que la logique. Tu me donnes envie d'être l'homme que tu vois quand tu me regardes. Quel homme est-ce? Quelqu'un qui mérite d'être aimé. Les mots restèrent suspendus entre eux dans l'air frais de la nuit, honnêtes, vulnérables, et terrifiants dans leur intensité. Émilie plongea dans les yeux gris orageux de Nathan et vit ses propres peurs et espoirs reflétés. Demain, dit-elle finalement, nous devons convaincre 200 personnes que nous sommes follement amoureux. Oui. Que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous toucher. Oui. Que nous prévoyons de passer le reste de nos vies ensemble. Aimez-les. La voix de Nathan était rauque d'émotion. Et si c'était le cas? Et avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne puisse s'inquiéter des conséquences, des complications ou de toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée, Émilie se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était censé être doux, tendre, hésitant, un premier baiser entre deux personnes qui testaient les eaux de quelque chose de nouveau et incertain. Au lieu de cela, ce fut du feu. Les bras de Nathan l'entourèrent immédiatement, l'attirant plus près alors que ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une fin suggérant qu'il y avait pensé autant qu'elle. Les mains d'Émilie se crispèrent dans sa chemise, s'ancrant à lui alors que le monde basculait et se reformait autour d'eux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Émilie posa son front contre le sien. C'était. Commença-t-elle. Réel, termina Nathan. Très réel. Alors, que se passe-t-il maintenant? Émilie plongea dans ses yeux, cet homme qui l'avait sauvée, protégée, défiée, et qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait fait croire qu'elle méritait d'être aimée, et prit une décision qui la terrifiait et l'exaltait à parts égales. Maintenant, dit-elle, nous découvrons si nous sommes aussi doués pour être réels que pour faire semblant. Et alors que Nathan l'embrassait à nouveau sous les étoiles de Manhattan, avec la ville s'étendant sous eux et la réception de demain à l'horizon, Émilie réalisa que quelque part entre une fausse proposition de mariage et un vrai premier baiser, elle était tombée complètement, irrévocablement, dangereusement amoureuse de son mari temporaire. La question était de savoir s'il la voudrait toujours lorsque le mois serait fini et que le conte de fées devrait prendre fin. L'Hôtel Plaza, Manhattan, jour de la réception. Emily Harper non, Emily Sterling se tenait devant le miroir en pied de la suite nuptiale de l'Hôtel Plaza, fixant une femme qu'elle reconnaissait à peine. La robe bleu nuit que Margot avait créée était encore plus éblouissante qu'elle ne s'en souvenait. Elle épousait ses courbes aux bons endroits, la soie coulant comme une lumière d'étoile liquide lorsqu'elle bougeait. Jean-Claude avait fait des miracles avec ses cheveux, créant un chignon élégant qui semblait sans effort mais impliquait probablement 17 produits et techniques différents dont elle n'avait jamais entendu parler. Le maquillage de Sophia était impeccable, assez dramatique pour la soirée mais assez naturel pour qu'elle reste elle-même. Le collier de saphir prêté par Margaret scintillait à son cou, des boucles d'oreilles assorties captant la lumière à chaque mouvement de tête, même ses chaussures, ses talons dangereux et magnifiques qu'il lui avait fallu 3 jours pour apprendre à porter correctement, semblaient lui appartenir. Elle avait l'air d'appartenir à ce monde, comme si elle était née pour se tenir aux côtés de Nathan Sterling lors de réceptions élégantes, pour charmer l'élite de Manhattan, pour être l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Le problème était qu'après le baiser de la veille sur le balcon, après la confession de Nathan qu'il ne voulait pas que leur arrangement se termine, elle n'était pas sûre si elle s'habillait pour une performance, ou pour la soirée la plus importante de sa vie. « Vous êtes absolument radieuse, ma chère », dit Margaret derrière elle, faisant sursauter Emily. Elle n'avait pas entendu la femme plus âgée entrer dans la suite. Nerveuse? Terrifiée, admit Emily, se tournant pour faire face à Margaret. Et si je gâche tout? Et si je dis quelque chose de mal, ou que je trébuche, ou que j'oublie le nom de quelqu'un? Et si les gens voient clair en moi et réalisent que je n'ai pas ma place ici? Margaret l'étudia un long moment, puis sourit, le sourire chaleureux et sincère qu'elle réservait à la famille. Ma chère fille, vous posez les mauvaises questions. Que voulez-vous dire?
Vous vous inquiétez de savoir si vous avez votre place dans notre monde, mais la vraie question est de savoir si notre monde vous mérite. Margaret s'approcha, ajustant le collier d'Emily avec des mains expertes. Je vous ai observé cette semaine, ma chère. J'ai vu comment vous gérez la pression, comment vous traitez les gens quel que soit leur statut. Comment vous faites briller mon petit-fils comme s'il avait découvert l'électricité. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez votre place ici, Emily. Nous devons prouver que nous sommes dignes de vous avoir. Emily sentit des larmes piquer le coin de ses yeux. Margaret. Pas je dis ça. Vous gâcheriez le magnifique travail de Sophia. Margaret lui tendit un mouchoir. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce soir. Il y aura des gens dans cette salle de bal qui espéreront que vous échouiez, des femmes qui voulaient épouser Nathan elles-mêmes, des familles qui se sentent menacées par les outsiders, des vautours de la société qui se nourrissent de drames et de scandales. Ils guetteront tout signe de faiblesse. Tout indice que vous n'êtes pas assez bien pour le nom Sterling. Las Thomas d'Emery Cesara. Ce n'est pas vraiment réconfortant. Je n'essaie pas de vous réconforter, ma chère. J'essaie de vous armer. Les yeux de Margaret étaient perçants, calculateurs. Parce que voici ce qu'ils ne savent pas. Vous avez déjà gagné. Vous avez le cœur de Nathan. Vous avez l'approbation de sa famille. Et vous avez quelque chose qu'aucune de ces autres femmes n'a jamais possédé, l'authenticité. Vous n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre pour vous intégrer. Vous êtes simplement vous-même. Et c'est exactement ce qui vous rend parfaite pour lui. Et si être moi-même ne suffit pas? Emily. La voix de Margaret était ferme mais bienveillante. Hier, je vous ai vu charmer une pièce pleine de sterlings notoirement difficile à impressionner. Vous avez fait rire Thomas, vraiment rire, pour la première fois depuis la mort de sa femme il y a 3 ans. Vous avez fait admettre à Elizabeth qu'elle avait tort sur quelque chose, ce qui n'est pas arrivé depuis l'administration Clinton. Et vous avez fait poser son téléphone à William et s'engager dans une vraie conversation. Ce n'est que de la politesse. C'est de l'authenticité. C'est être le genre de personne qui voit les autres comme des êtres humains plutôt que comme des tremplins ou des obstacles. Margaret posa ses mains sur les épaules d'Emily. Mon petit-fils a passé toute sa vie entouré de gens qui veulent quelque chose de lui, argent, statut, relations, pouvoir. Mais quand il vous regarde, il voit quelqu'un qui le veut pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Comprenez-vous à quel point c'est rare? Emily hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Bien. Maintenant, il y a autre chose dont nous devons discuter. L'expression de Margaret devint plus sérieuse. Je suis au courant de l'arrangement. Listen d'Emily Siglas. Quel arrangement? Le faux mariage, ma chère. Le contrat d'1 mois, le plan de divorcer discrètement après le gala. Le sourire de Margaret était savant. Pensiez-vous vraiment que j'ai construit un empire commercial sans apprendre à lire les gens? J'ai su que quelque chose était inhabituel dès que je vous ai rencontré. Personne ne s'enfuit à Vegas sans en parler à sa famille à moins de cacher quelque chose. Margaret, je peux expliquer. Vous n'avez rien à expliquer, ma chère. Je comprends parfaitement. Margaret se dirigea vers la fenêtre, contemplant Central Park. Nathan avait besoin de protection contre le défilé incessant de femmes inappropriées auxquelles je l'ai soumis. Vous aviez besoin de protection contre cet horrible Mitchell. C'était une solution pratique à vos 2 problèmes. Emily la fixa, sans voix. Ce que vous n'aviez pas prévu, continua Margaret, c'est de tomber réellement amoureux l'un de l'autre. Comment avez-vous? Parce que j'ai été marié pendant 53 ans, ma chère. Je sais à quoi ressemble le véritable amour. Margaret se tourna pour faire face à Emily. J'ai observé Nathan avec des dizaines de femmes au fil des ans. Des femmes convenables, belles, accomplies, et il a été poli, charmant, approprié, mais jamais réel, jamais lui-même. Et avec vous, il est l'homme dont je me souviens avant la mort de son père, avant qu'il ne devienne PDG à 28 ans, avant qu'il ne doive porter le poids des attentes familiales et des responsabilités d'entreprise. Avec vous, il est juste Nathan à nouveau. Les yeux de Margaret étaient doux d'émotion. Cela vaut plus que tous les mariages convenables du monde. Emily sentit les larmes menacer à nouveau. Que se passe-t-il maintenant, si vous savez que c'était faux, si vous savez que nous comptions divorcer? Ce qui se passe maintenant, c'est que vous arrêtez de penser à cela comme faux et commencez à le considérer comme la meilleure décision que l'un ou l'autre d'entre vous ait jamais prise. La voix de Margaret était ferme. Emily, j'ai passé les 3 dernières années à regarder mon petit-fils travailler jusqu'à l'épuisement, sortir avec des femmes qui l'ennuyaient, suivre un chemin qui le rendait misérable. En une semaine, vous lui avez redonné son sourire, son rire, sa joie. Pourquoi diable vous laisserais-je partir? Parce qu'il mérite quelqu'un de mieux, il mérite quelqu'un qui l'aime. Et vous l'aimez, n'est-ce pas? Emily rencontra le regard savant de Margaret et sentit ses dernières défenses s'effondrer. Oui. Je l'aime tellement que ça me terrifie. Bien. La terreur est un excellent signe. Cela signifie que vous comprenez les enjeux. Margaret s'approcha, prenant les mains d'Emily dans les siennes. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Oubliez les contrats, les arrangements et les plans de divorce. Oubliez ce que vous pensez mériter ou non.
Si vous pouviez avoir tout ce que vous voulez au monde, que serait-ce? Emily ferma les yeux, s'autorisant à imaginer juste un instant. Je voudrais me réveiller chaque matin dans les bras de Nathan. Je voudrais construire une vie avec lui, soutenir ses rêves, être fonder une famille un jour. Je voudrais vieillir avec lui, être sa partenaire en tout, l'aimer pour le reste de ma vie. Alors c'est pour cela que vous allez vous battre ce soir. Emily ouvrit les yeux. Me battre? Pensez-vous que l'amour arrive simplement, ma chère? Pensez-vous que les mariages réussis se construisent uniquement sur l'attirance et les bonnes intentions? Le sourire de Margaret était féroce. L'amour est un choix que vous faites tous les jours, et parfois c'est un choix pour lequel il faut se battre. Je ne comprends pas. Ce soir, il y aura des gens qui voudront voir votre mariage échouer. Il y aura des tests, des défis, des tentatives pour creuser un fossé entre vous et Nathan. Il y aura des moments où il serait plus facile de partir, de retourner à votre vie sûre et petite, de vous convaincre que tout cela n'était qu'un beau rêve. Et je vais choisir l'amour quand même. Vous allez choisir le courage plutôt que le confort, le risque plutôt que la sécurité, l'avenir inconnu avec Nathan plutôt que le passé prévisible sans lui. Margaret serra les mains d'Emily. Parce que c'est ce que font les guerriers, ma chère. Et ne vous y trompez pas, ce soir, vous partez en guerre pour votre bonheur. Avant qu'Emily ne puisse répondre, on frappa doucement à la porte. Entrez, appela Margaret. La porte s'ouvrit pour révéler Nathan, et le souffle d'Emily se bloqua dans sa gorge. Elle l'avait déjà vu dans des costumes coûteux, mais c'était différent. Le smoking noir était parfaitement taillé, le faisant ressembler à quelqu'un tout droit sorti de la couverture d'un magazine, ses cheveux noirs étaient coiffés à la perfection, son nœud papillon droit, ses boutons de manchette probablement des héritages familiaux captant la lumière. Mais c'était son expression lorsqu'il la vit qui fit fléchir ses genoux. Il la regardait comme si elle était un miracle, comme si elle était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle était réelle. « Emily » souffla-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Tu es éblouissante. Magnifique, parfaite » ajouta Margaret avec obligeance. « Mienne » termina Nathan, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Emily. « Elle est mienne. » La possessivité dans sa voix, la certitude, la façon dont il la regardait comme si elle était le centre de son univers cela fit qu'Emily se sentit puissante, chérie, et absolument terrifiée à la fois. « Tu te débrouilles pas mal non plus » parvint à dire Emily, fière que sa voix reste stable malgré le fait que son cœur battait comme un solo de batterie. Nathan traversa la pièce en 3 longues enjambées, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, voir les éclats d'argent dans ses yeux gris. « Es-tu prête pour ça? » « Non, » dit Emily honnêtement. « Mais je suis prête à essayer. »« Ensemble. » « Ensemble » Nathan plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. « Il y a encore une chose. » Le cœur d'Emily s'arrêta. « Nathan. »« Pas ce que tu penses » dit-il rapidement, bien que son sourire suggérait qu'il ne serait pas opposé à cette conversation particulière à l'avenir. « Nous sommes déjà mariés, tu te souviens? Mais tu as besoin d'une vraie bague de mariage, quelque chose qui dit au monde que tu es prise. » Il ouvrit la boîte pour révéler la plus belle bague qu'Emily ait jamais vue. Elle n'était pas énorme ni ostentatoire. Au lieu de cela, elle était élégante, intemporelle, avec un diamant central entouré de pierres plus petites, qui captaient la lumière comme des étoiles. « C'était celle de ma grand-mère, » dit Nathan doucement. « Margaret insiste. » Emily regarda Margaret, qui essayait très fort de sembler innocente. « Vous avez insisté? Une femme a besoin d'une vraie bague, ma chère, surtout quand elle se bat pour son avenir. » Le sourire de Margaret était pure malice. D'ailleurs, elle était dans un coffre-fort depuis 20 ans. Il est temps qu'elle voie un peu d'action à nouveau. Nathan prit la main gauche d'Emily dans la sienne, son toucher doux mais sûr. « Emily Sterling, veux-tu porter ma bague ?» La question était simple, mais le poids derrière elle était énorme. Ce n'était pas juste à propos de bijoux ou d'apparence. C'était à propos d'engagement, de se choisir l'un l'autre, de décider que ce qui avait commencé comme faux était maintenant assez réel pour parier leur avenir dessus. « Oui » murmura Emily. Nathan glissa la bague à son doigt, et elle lui allait parfaitement. Bien sûr que oui. Tout dans cette soirée semblait être une question de destin, comme si l'univers conspirait pour les réunir. « Parfait » dit Margaret avec satisfaction. « Maintenant, sommes-nous prêts à montrer à la société de Manhattan à quoi ressemble le véritable amour ?» La salle de bal de l'Hôtel Plaza était transformée en quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables drapées de soie blanche et d'argent. D'énormes arrangements floraux, roses blanches, pivoines et gardénias emplissaient l'air de leur parfum. Les lumières de la ville scintillaient à travers les hautes fenêtres, et un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Mais ce n'était pas le décor élégant qui coupa le souffle d'Emily alors qu'ils s'arrêtaient à l'entrée. C'était la mer de visages qui se tournèrent vers eux. 200 des personnes les plus influentes de Manhattan, toutes attendant d'avoir leur premier vrai regard sur la mystérieuse épouse de Nathan Sterling. « Respire » murmura Nathan à son oreille,
sa main chaude et stable au creux de son dos. Souviens-toi, nous sommes à notre place ici. Vraiment? Murmura Emily en retour. Nous sommes à notre place ensemble. C'est tout ce qui compte. La file de réception fut un tourbillon de noms et de visages. Emily souriait, serrait des mains, acceptait des félicitations, et faisait la conversation avec des gens dont la valeur nette dépassait probablement le PIB de certains pays, mais tout au long, elle était pleinement consciente de Nathan à ses côtés, la façon dont il la présentait avec fierté, la façon dont sa main ne quittait jamais son dos, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce qui comptait. « Tu te débrouilles magnifiquement », murmura-t-il pendant une brève accalmie entre les présentations. « Je ne t'ai pas encore embarrassé. Tu ne pourrais jamais m'embarrasser. » Son pouce traça un petit cercle sur son dos. « Ai-je mentionné à quel point tu es éblouissante ce soir ?» Seulement environ 17 fois. Passing collaces. Puis ils furent interrompus par l'arrivée d'un couple qu'Emily ne reconnut pas. Un homme distingué dans la soixantaine et une femme dégoulinant de diamants qui semblaient tout droit sortis des pages de la société. « Nathan » s'exclama la femme, lui faisant la bise sur les 2 joues. « Chérie, tu es absolument divin, et ce doit être la fameuse mariée que nous mourions tous d'envie de rencontrer. » Emily, dit Nathan avec aisance. « Je voudrais vous présenter George et Evelyn Thornton. George siège au conseil d'administration. » L'estomac d'Emily se noua. Membre du conseil. C'était important. « Madame Thornton, Monsieur Thornton, c'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Emily, offrant sa main. « Appelez-moi Evelyn, tout le monde le fait. » Le sourire d'Evelyn était parfaitement poli et complètement calculateur. « Vous savez, ma chère, nous avons tous été si surpris d'apprendre pour le mariage. Si sodain, si nattendo. Quand on sait, répondit Emily, revenant à leur histoire répétée. Bien sûr, bien sûr. Et d'où avez-vous dit que vous veniez? Du New Jersey, dit Emily, fière que sa voix reste stable. Comme c'est pittoresque. Le sourire d'Evelyn ne vacilla jamais. Et votre famille? Que font-ils? C'était là. Le test dont Margaret l'avait averti. Emily pouvait sentir les autres conversations se taire autour d'eux, les gens se penchant pour entendre sa réponse. Mes parents sont facteurs, dit Emily clairement. Ils servent leur communauté depuis presque 30 ans. Je suis très fier d'eux. Facteurs? Répéta Evelyn, comme si les mots lui étaient étrangers. Comme c'est rafraîchissant. Vraiment rafraîchissant, dit George, et son sourire semblait plus sincère que celui de sa femme. C'est agréable de rencontrer quelqu'un avec des valeurs familiales aussi ancrées. Oui, acquiesça Evelyn, bien que son ton suggérait qu'elle trouvait cela tout, sauf agréable. Je suis sûr que votre passé vous donne une perspective si unique sur les choses. Emily sentit la chaleur monter à ses joues. La femme était polie, mais le sous-texte était clair. Vous n'avez pas votre place ici. En effet, dit Nathan avec aisance, son bras glissant autour de la taille d'Emily, la perspective d'Emily est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Elle voit des opportunités et des solutions que le reste d'entre nous manque parce que nous sommes trop isolés par les privilèges. Comme c'est merveilleux, dit Evelyn. Et que faites-vous exactement, ma chère? Je travaille en cybersécurité, répondit Emily. Pour l'entreprise de Nathan, je présume. En fait, j'ai envisagé d'autres options, dit Emily, se surprenant elle-même. J'ai eu plusieurs offres intéressantes récemment. Ce n'était pas entièrement vrai. Elle avait reçu un appel d'un recruteur le mois dernier, mais quelque chose dans le ton condescendant d'Evelyn lui donnait envie de répliquer. Vraiment? George se pencha en avant, soudain intéressé. De qui? Emily nomma la première entreprise technologique qui lui vint à l'esprit. Ils cherchent quelqu'un pour diriger leur nouvelle division de sécurité. Impressionnant, dit George. C'est une position assez prestigieuse. Emily est l'une des meilleures dans son domaine, dit Nathan, la fierté évidente dans sa voix. N'importe quelle entreprise serait chanceuse de l'avoir. Mais sûrement, maintenant que vous êtes mariés, vous vous concentrerez sur d'autres choses, intervint Evelyn. Les œuvres caritatives, les obligations sociales, être fonder une famille bientôt. La question frappa Emily comme un coup physique. Fonder une famille avec Nathan. Cette pensée lui serra la poitrine de désir et de terreur à parts égales. Nous prenons les choses un jour à la fois, parvint-elle à dire. Bien sûr, pas besoin de se précipiter. Le sourire d'Evelyn était tranchant, cependant. J'imagine qu'il y a une certaine pression pour produire un héritier pour le nom Sterling. Evelyn, avertit George, visiblement mal à l'aise avec les questions de sa femme. Quoi? Je fais juste la conversation. C'est tout à fait naturel que les gens soient curieux de l'avenir d'une lignée familiale aussi établie. Emily se sentait piégée, comme si Evelyn essayait délibérément de la mettre mal à l'aise. La conversation attirait maintenant plus d'attention, les gens écoutant ouvertement pour voir comment elle gérait la pression. L'avenir de la famille Sterling, dit Emily prudemment, sera ce que Nathan et moi déciderons qu'il doit être, ensemble. Comme c'est moderne de votre part, dit Evelyn. Bien que je suppose que lorsque l'on épouse une famille comme celle-ci, certaines attentes viennent avec le territoire.
La seule attente qui compte, dit Nathan, sa voix portant une note d'avertissement, c'est qu'Émilie soit heureuse. Tout le reste est secondaire. Bien sûr, chérie. Je ne voulais pas suggérer autre chose. Le rire d'Evelyne était comme du verre qui se brise. Je dis simplement que le mariage est une affaire de compromis, n'est-ce pas? D'adaptation au monde de l'autre. C'est une question de partenariat, dit Émilie fermement. De soutenir les rêves de l'autre tout en construisant quelque chose de beau ensemble. Comme c'est romantique. Le ton d'Evelyne suggérait qu'elle trouvait cela tout, sauf romantique. Bien que j'espère que vous comprenez quelle responsabilité c'est, d'être marié à quelqu'un dans la position de Nathan. L'examen, les attentes, la pression constante de représenter la famille de manière appropriée, suggérez-vous que je ne suis pas capable de gérer cette responsabilité? Demanda Émilie, sa voix trompeusement calme. La salle de bal devint silencieuse autour d'eux. Même le quatuor à cordes sembla s'arrêter. Les yeux d'Evelyne s'élargirent légèrement, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'Émilie réplique. Pas du tout, ma chère. Je dis simplement que c'est un ajustement considérable pour quelqu'un de votre milieu. Mon milieu, répéta Émilie lentement, m'a appris que le caractère compte plus que le pédigré, que l'intégrité est plus précieuse que l'héritage, que l'amour est plus important que le statut. Elle rencontra directement le regard d'Evelyne. Si cela n'est pas approprié pour cette famille, alors peut-être que ce n'est pas moi qui dois m'ajuster. Le silence s'étira pendant ce qui sembla une éternité. Puis George commença à rire. Bien dit, jeune fille. Bindet en effet. Il se tourna vers sa femme. Evelyne, je pense que vous avez trouvé votre égal. En effet, vint la voix de Margaret derrière eux. Émilie, ma chère, vous êtes attendue pour le toast. Émilie se tourna pour trouver Margaret, s'approchant avec un sourire savant, et ce qui semblait être une joie à peine contenue. Madame Thornton. Continua Margaret Freudman. Quel plaisir de vous voir. J'espère que vous appréciez la fête. Bien sûr, Margaret. Un événement merveilleux, comme toujours. La voix d'Evelyne était notablement plus froide maintenant. Nous faisions juste connaissance avec votre nouvelle petite-fille par alliance. Merveilleux. Je suis sûr que vous l'avez trouvée aussi délicieuse que le reste de la famille. Le sourire de Margaret aurait pu couper du verre. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous devons préparer un toast. Alors que Margaret les emmenait loin des Thornton, Émilie sentit ses mains trembler légèrement sous l'adrénaline. Comment m'en suis-je sortie? Murmura-t-elle. Magnifiquement, dit Margaret avec satisfaction. Evelyne Thornton a été la reine de ce cercle social pendant 20 ans. Personne ne lui a jamais tenu tête comme ça. Elle me testait. Bien sûr qu'elle le faisait. Et vous avez réussi avec brio. Les yeux de Margaret pétillaient. L'expression sur son visage quand vous avez suggéré qu'elle pourrait être celle qui devait s'ajuster impayable. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Moi, si, dit Nathan, son bras se resserrant autour de sa taille. Tu étais incroyable. Étais-je trop confrontante? T'ai-je embarrassé? Émilie. Nathan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face complètement. Tu viens de défendre notre mariage, notre amour, et toi-même avec plus de grâce et de force que je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais été plus fier de t'appeler ma femme. Vraiment? Vraiment. Il se pencha et embrassa doucement son front. Maintenant, es-tu prête pour ce toast? Le toast s'avéra plus élaboré qu'Émilie ne l'avait prévu. Margaret prit le micro et prononça un discours sur l'amour, la famille, et la joie d'accueillir Émilie dans leur vie. William suivit avec une anecdote amusante sur l'adolescence de Nathan qui fit rire tout le monde. Elisabeth parla magnifiquement de l'importance de trouver quelqu'un qui voit votre vrai moi. Et puis ce fut au tour de Nathan. Émilie le regarda prendre le micro, complètement à l'aise devant 200 personnes. C'était son monde, se rappela-t-elle. C'étaient ses gens. Il avait été formé pour des moments comme celui-ci depuis sa naissance. Merci à tous d'être ici ce soir, commença Nathan, sa voix portant facilement à travers la salle de bal. Quand Émilie et moi avons décidé de nous marier, nous voulions que ce soit simple, privé, mais ma grand-mère avait d'autres idées. Des rires parcoururent la foule. Elle a insisté pour que nous ayons une véritable célébration, une occasion pour nos familles et amis de se réunir et de porter un toast à notre bonheur. Et, comme d'habitude, elle avait raison. Margaret rayonnait depuis sa place à la table principale. J'ai fait beaucoup de discours au fil des ans, continua Nathan. Des présentations d'affaires, des réunions du conseil, des fonctions caritatives, mais celui-ci est différent. Il ne s'agit pas de rapports trimestriels, de projections de marché ou d'initiatives stratégiques, il s'agit de la décision la plus importante que j'ai jamais prise. Il fit une pause, ses yeux trouvant ceux d'Émilie à travers la pièce. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici aujourd'hui, marié à la femme de mes rêves, je ne l'aurais pas cru. Je pensais avoir ma vie toute tracée. Le travail, les responsabilités, le devoir. C'étaient les choses qui comptaient. Je n'avais pas de place pour la spontanéité, la passion, le genre d'amour qui change tout. Émilie sentit des larmes piquer le coin de ses yeux.
Et puis j'ai rencontré Émilie. Et soudain, tous mes plans soigneusement établis n'avaient plus d'importance parce qu'elle me regardait et voyait quelqu'un digne d'être aimé. Pas le PDG, pas l'héritier de l'entreprise familiale, pas le compte bancaire ou la réputation, juste moi. La salle de bal était maintenant complètement silencieuse, tout suspendu à ces mots. Émilie m'a appris que les meilleures choses dans la vie ne sont pas planifiées, calculées ou prédites en toute sécurité. Ce sont des cadeaux inattendus, parfaits, que vous pouvez soit accepter avec gratitude, soit laisser échapper par peur. La voix de Nathan devint plus forte, plus assurée. J'ai choisi la gratitude. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi la personne la plus courageuse, la plus belle, la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, et j'ai l'intention de passer chaque jour du reste de ma vie à prouver que je suis digne du choix qu'elle a fait de m'aimer en retour. Il leva son verre de champagne, ses yeux rivés sur ceux d'Émilie. À Émilie, qui me donne envie d'être l'homme qu'elle voit quand elle me regarde. À l'amour inattendu, aux secondes chances, et au courage de dire oui quand le bonheur vous trouve. À Émilie et Nathan, répéta la foule en écho, levant leurs verres. Émilie sentit les larmes couler alors que les applaudissements emplissaient la salle de bal. Ce n'était pas juste un toast. C'était une déclaration, une promesse, une affirmation d'intention qui allait bien au-delà de leur arrangement initial. Et maintenant, dit Nathan alors que les applaudissements s'éteignaient, je crois que la tradition exige une danse. Le quatuor à cordes passa à une valse, et les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse. Nathan apparut aux côtés d'Émilie, offrant sa main avec un sourire qui fit battre son cœur. « Puis-je avoir cette danse, Madame Sterling ?» « Toujours, dit Émilie, prenant sa main. La piste de danse semblait être sous les feux des projecteurs, tous les regards sur eux alors qu'ils bougeaient ensemble au rythme de la musique. Mais alors que les bras de Nathan l'entouraient, alors qu'ils trouvaient leur rythme ensemble, le reste du monde semblait s'effacer. C'était tout un discours, dit Émilie doucement. Tati Uplo. Je l'adorais. Mais Nathan, que se passe-t-il si les gens découvrent que notre mariage a commencé comme un arrangement d'affaires? Que se passe-t-il quand la vérité éclate? Quelle vérité? Nathan la fit tournoyer doucement, puis la ramena dans ses bras. Que je suis tombé amoureux de ma femme? Que ce qui a commencé comme une commodité est devenu la réalité? Émilie, il n'y a plus rien à cacher. Que dis-tu? Je dis oublie le contrat. Oublie le délai d'un mois. Oublie tout, sauf ça. Il se pencha plus près, ses lèvres effleurant son oreille. Je t'aime, Emily. Pas un amour faux, pas un amour contractuel, pas un amour pratique. Un amour réel, honnête, éternel. Le souffle d'Émilie se bloqua. Nathan. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines, et que la plupart de ce temps, nous faisions semblant. Sa main se resserra sur sa taille. Mais je sais aussi que quand je me réveille le matin, la première chose que je veux voir est ton visage. Je sais que quand j'ai la pire journée imaginable, penser à toi rend tout meilleur. Je sais que je veux soutenir tes rêves, protéger ton bonheur, et t'aimer pour le reste de ma vie. Il tournoyait lentement au centre de la piste de danse, entouré de l'élite de Manhattan, mais Émilie avait l'impression qu'ils étaient les 2 seules personnes au monde. Et le conseil? Et les attentes de ta grand-mère? Et le fait que je ne sais pas comment être l'épouse d'un milliardaire? Et le fait que tu me fais rire? Et le fait que tu me défies d'être meilleur? Et le fait que tu es gentil avec le personnel de service, et que tu te disputes avec moi quand je travaille trop tard, et que tu as cette adorable ride entre les sourcils quand tu te concentres? Le sourire de Nathan était doux, sincère. Émilie, je n'ai pas besoin que tu saches comment être autre chose que toi-même. Et si moi-même ne suffit pas? Alors il ne nous mérite pas. Sa voix était ferme, certaine. Émilie, j'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce que les autres attendaient de moi. Le fils parfait, le PDG parfait, l'héritier parfait, et j'étais misérable. Mais avec toi, je peux être juste Nathan l'homme qui t'apporte du café le matin, qui t'écoute parler des menaces de cybersécurité, qui s'endort en te tenant dans ses bras chaque nuit. Émilie fixa ses yeux gris orageux et vit son avenir reflété là, dedans. Pas l'avenir qu'elle avait planifié, sûr, petit et prévisible, mais l'avenir dont elle avait rêvé dans son cœur secret, amour, partenariat, aventure, une vie construite avec quelqu'un qui la voyait vraiment et la choisissait quand même. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, tellement que ça me terrifie. Bien, dit Nathan, la faisant tournoyer une fois de plus. La terreur signifie que ça compte. La terreur signifie que c'est réel. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous dansons. Nous sourions pour les caméras. Nous acceptons les félicitations de gens qui peuvent ou non nous souhaiter du bien. Nous rentrons à la maison ensemble, et nous nous réveillons demain en tant que mari et femme. Vraiment. Complètement. Et le contrat? Quel contrat? Le sourire de Nathan était malicieux. En ce qui me concerne, Madame Sterling, notre certificat de mariage est le seul document qui compte. Alors que la chanson se terminait, que les applaudissements emplissaient à nouveau la salle de bal,
que d'autres couples les rejoignaient sur la piste de danse, Émilie réalisa que quelque part entre une fausse proposition de mariage et une vraie première danse, elle avait trouvé son heureux pour toujours. Ce n'était pas la vie qu'elle avait planifiée. Ce n'était pas sûr ni prévisible ni rien de ce qu'elle pensait vouloir. C'était mieux. Prête pour le reste de nos vies? Demanda Nathan alors que la chanson suivante commençait. Émilie regarda autour de la salle de bal Margaret rayonnant depuis sa table, William et Elizabeth riant ensemble, les visages de 200 personnes témoins du début de leur véritable histoire d'amour. Elle pensa aux défis à venir, aux ajustements qu'ils devraient faire, à la courbe d'apprentissage pour construire une vie ensemble. Puis elle regarda Nathan, cet homme qui l'avait sauvé de Ryan Mitchell, qui l'avait protégé et défié et qui, d'une manière ou d'une autre, avait vu au-delà de toutes ses défenses jusqu'à la femme en dessous, cet homme qui la faisait se sentir courageuse, belle, et digne d'amour. Avec toi, dit Émilie, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement, je suis prête à tout. Et alors qu'ils dansaient sous les lustres en cristal, entourés des lumières scintillantes de Manhattan et de la lueur chaude de l'approbation familiale, Émilie sut que leur faux mariage était devenu la chose la plus réelle de sa vie. Certains contes de fées, réalisa-t-elle, valaient le risque. 6 mois plus tard, Emily Sterling se tenait dans le même ascenseur où tout avait commencé, mais cette fois, elle n'était pas seule. Le bras de Nathan était autour de sa taille, sa bague de mariage captant la lumière alors qu'il gesticulait en expliquant un nouveau protocole de sécurité. « Et c'est pourquoi ton système a si bien fonctionné, disait-il. Tu as anticipé la menace avant que quiconque ne sache même qu'elle existait. Ce n'est que de la reconnaissance de motifs, dit Emily, mais elle souriait. 6 mois de mariage lui avaient appris à accepter les compliments plutôt que de les repousser. C'est du génie, corrigea Nathan. C'est pourquoi le conseil a approuvé ta promotion au poste de directrice de la sécurité. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Moi, si. Tu es brillante. Tu travailles plus dur que n'importe qui dans l'immeuble, et tu nous as fait économiser plus d'argent que la plupart des gens n'en gagnent dans une vie. Nathan pressa un baiser sur sa tempe. De plus, t'avoir comme cadre officiel rend les réunions du conseil beaucoup plus intéressantes, parce que je pose des questions gênantes, parce que tu tiens George Thornton en échec. Depuis que tu l'as interpellé sur ce protocole de cryptage obsolète, il chante tes louanges. L'ascenseur sonna au 20e étage, leur étage maintenant, depuis qu'Emily avait déplacé son bureau au niveau des cadres. En parlant de questions gênantes, dit Emily alors qu'ils marchaient main dans la main vers leur bureau, ta grand-mère a appelé ce matin. Que voulait-elle? Savoir quand nous allons lui donner des arrière-petits-enfants. Nathan s'arrêta de marcher. Et que lui as-tu dit? Que nous ne sommes vraiment mariés que depuis 6 mois, et que nous sommes encore en train de tout comprendre. Emily mordit sa lèvre. Mais Nathan, j'ai réfléchi. Au fait que je t'aime plus chaque jour. Au fait que me réveiller à côté de toi est la meilleure partie de ma matinée. Au fait que je veux construire une vie avec toi encore plus grande et plus belle que ce que nous avons maintenant. Les yeux de Nathan s'adoucirent. Emily. Je veux des bébés avec toi, dit-elle précipitamment. Des petites filles avec tes yeux et des petits garçons avec ton entêtement. Je veux des vacances en famille, des réunions de l'association des parents d'élèves, et leur apprendre à être courageux, gentils, et fidèles à eux-mêmes. Tu veux tout ça? Je veux tout avec toi. Les moments ordinaires et les extraordinaires, les défis et les célébrations. Tout. Nathan prit son visage dans ses mains, ses pouces effleurant ses joues. Tu sais ce que je veux? Quoi? Te donner tout ce dont tu as toujours rêvé, et quelque chose auquel tu n'as pas encore pensé. Son sourire était doux, intime. En commençant par un dîner ce soir dans ce petit restaurant italien dans le village, où tu portais la robe verte lors de notre premier vrai rendez-vous. Celui où tu m'as dit que tu tombais amoureux de moi. Celui où j'ai réalisé que j'étais déjà complètement fou de toi. Nathan se pencha et l'embrassa doucement. Madame Sterling, veux-tu dîner avec ton mari ce soir? Toujours, dit Emily. La même réponse qu'elle lui avait donnée lors de leur nuit de noces, la même réponse qu'elle lui donnerait pour le reste de leur vie. Alors qu'ils marchaient ensemble vers leur bureau, Emily surprit leur reflet dans les fenêtres du sol au plafond. Ils semblaient aller ensemble. Confiants, heureux, parfaitement synchronisés. Ils ressemblaient à un couple puissant, à des gens qui pourraient conquérir le monde ensemble. Ils semblaient vivre leur heureux pour toujours. Et ils l'étaient. Certains contes d'amour, pensa Emily, alors que Nathan serrait sa main et lui souriait comme si elle était la personne la plus importante de son monde, valaient tous les risques qu'il fallait prendre pour les trouver, le leur en était définitivement un. Fin.